Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que vous avez découvert le Muséum d'histoire naturelle. Là, vous découvrez un des amphithéâtres du Muséum qui a été construit en 1787. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés avant vous. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour toute l'éducation nationale, pour vos professeurs, pour vous, pour nous aussi. Une journée de recueillement, une journée d'échange. Et toutes nos pensées vont collectivement, en tout cas aux familles, aux proches des victimes des attentats et aux communautés éducatives. Voilà, et on dit à vos professeurs toute notre solidarité. N'oubliez jamais que ce sont vos professeurs qui sont les premiers à vous aider à vous émanciper, à vous former et à vous aider pour la vie. Et nous avons tous, en tout cas, le souvenir de plusieurs qui sont marquants pour nos chemins de vie. Alors, nous vous accueillons aujourd'hui pour une occasion un peu particulière. On va clôturer ensemble la fête de la science. Voilà, et avec la Fondation C'est Génial qui œuvre au sein de l'Éducation nationale pour développer le goût des sciences, et Hélène est là au premier rang, eh bien, on va tâcher en tout cas de vous donner envie d'aller vers des filières scientifiques, de vous donner un peu le goût de la science. Alors je voudrais remercier le lycée Balzac de Paris, le lycée Léon Blum de Créteil et le lycée Augustin Blanqui de Saint-Ouen. Voilà, et puis je laisse maintenant la parole à Chloé. En tout cas, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci Philippe. Merci à vous d'être déjà présents, nombreux ici pour cette table ronde. Alors, le thème de la table ronde, c'est la place des femmes dans les carrières scientifiques. Mais rassurez-vous, vous aussi les garçons, ça va vous intéresser, car c'est important, vous allez comprendre aussi comment tout cela se met en place dans la société, dans l'école, dans les futures carrières, où vous avez peut-être été déjà confrontés à des situations un peu compliquées aussi avec vos amis. Donc là, ça va être l'occasion de faire un grand panorama de ce qui est en train de se passer et qui se joue aussi dans les carrières scientifiques, car la place des femmes est particulièrement importante. Vous vous posez peut-être aussi la question de quel métier vous voulez faire après, quelle filière universitaire. Eh bien, là, ça va être l'occasion de pouvoir en parler avec 4 intervenantes d'exception, notamment Sabrina Krief. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire et primatologue, professeur au Muséum d'histoire naturelle et spécialiste d'écologie comportementale chez les chimpanzés. Frédéric Schluss, vous êtes professeur d'ethnologie appliquée à l'environnement et anthropologue, directrice du département Hommes et Environnement du Muséum d'histoire naturelle. Edith Turpin, étudiante normalienne à l'ENS Paris-Saclay en biologie, et vous êtes d'ailleurs en année spécifique cette année à la Fondation ARC pour la recherche contre le cancer. Et Renata Spada, merci également de votre présence, vice-présidente du groupe NJ pour l'acquisition également de talents, diversité, équité et inclusion. Donc, avec ces 4 femmes exceptionnelles, on va essayer de vous inspirer aujourd'hui, de vous montrer leur parcours, les obstacles aussi qu'elles ont eu pendant ce parcours-là, comment elles ont réussi à les dépasser et vous donner peut-être toutes les clés pour aller chercher en vous aussi peut-être ce rêve que vous voulez réaliser et vous donner l'impulsion de pouvoir vous lancer. Alors déjà, on va commencer avec vous, Sabrina. Je voulais démarrer avec vous parce que vous m'aviez évoqué quelque chose de très important qui était l'imaginaire collectif. À quel point finalement cet imaginaire positionne toujours plus les garçons que les filles dans le domaine scientifique. Et par rapport à votre parcours, est-ce que cela vous a impacté et est-ce que vous avez des exemples de choses qui vous ont un peu marqué pendant vos études ? Alors oui, merci Chloé pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Moi, effectivement, comme vous l'avez mentionné, je suis vétérinaire de formation. Et oui, dès le début de mes études vétérinaires, j'ai forcément été confrontée à ces aspects relatifs au fait d'être une fille, notamment lors des stages, parce que un des premiers stages qu'on fait à l'école vétérinaire, enfin qu'on faisait à l'école vétérinaire, consistait à aller dans des élevages bovins, et donc à essayer de s'intégrer à cet élevage et soigner les vaches, etc. Et on était des promos avec beaucoup de filles et au retour, on s'est toutes retrouvées et on a toutes partagé notre expérience. Et la plupart, en fait, avaient, dès le premier jour, ressenti l'espèce de recul qu'avaient les éleveurs face à des très jeunes femmes en fait, qui arrivaient et qui étaient censées les aider à faire des vélages, donc faire naître des petits veaux, à prendre la fourche et puis travailler avec eux, se lever très tôt le matin. Et donc il y avait des espèces de préjugés
en plus, filles venant de Paris, puisqu'on était de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Il y avait tous les ingrédients pour leur faire peur, là. Donc, jeunes filles venant de Paris, est-ce qu'on allait être capable de se lever très tôt le matin, d'aller à la traite, de mettre en place des choses relativement physiques et en fait, au retour, on était toutes assez contentes, de façon générale, parce qu'on avait réussi à les convaincre que non seulement on était capable de le faire, et parfois même de le faire mieux que les garçons, parce que les garçons, ils n'étaient pas challengés comme ça. Donc, ils menaient leur petite vie tranquille. Et au final, on a de façon générale eu des meilleures notes que les garçons à ce stage-là. Donc oui, on est souvent confronté déjà à ces préjugés, ces a priori dès nos études au moment des stages. Il y a un élément positif que vous évoquez, c'est le fait finalement de se challenger et de se forcer à être meilleur que les autres. C'est ça un peu qui définit les femmes aujourd'hui quand elles se lancent dans ces carrières-là, c'est de devoir être toujours meilleure que les hommes. Peut-être qu'on se donne ce challenge-là aussi, mais c'est vrai que quand on voit dans les yeux des gens qu'on a en face de nous un doute, oui, ça donne envie de montrer qu'on est capable de faire bien et voire de faire mieux que ce qui est attendu de nous. Et puis, il y a beaucoup de choses, en fait. À partir du moment où on se lance dans une carrière vétérinaire, où on a envie d'être au contact des animaux, déjà, c'est qu'on n'appréhende pas leur contact, que la nature, la vie à l'extérieur, ça nous motive. Donc c'est pas non plus un effort insurmontable que de s'intégrer comme ça à la vie à la ferme. Il y en a dans la salle qui sont intéressés pour se lancer justement dans une filière scientifique. Levez la main peut-être. Oui. Ah oui, beaucoup quand même. 2 mains là-haut, tellement que c'est... Oui. Je vois qu'il y a autant de filles même que de garçons. Est-ce que, Edith, quand vous voyez déjà ces lycéens qui s'intéressent à ce sujet, vous vous dites, peut-être que moi aussi j'ai eu cette pression, j'ai ressenti cette pression et ça a été peut-être difficile pour moi de faire un choix? Alors moi, Allô ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je n'ai pas forcément ressenti une pression à proprement parler. Je pense plus que c'était des schémas que j'avais intégrés inconsciemment. C'est-à-dire que, en fait, j'ai remarqué que souvent, en regardant dans mon entourage, etc., les femmes vont plutôt se tourner vers des métiers soit du social, soit qui sont plus orientés vers la personne, vers l'aide à autrui, ou quand c'est dans les sciences, vers la biologie ou le médical. Donc toujours quelque chose de plutôt tourné vers les autres, plus que sur du fondamental ou de la science dure. Et je pense que inconsciemment, moi-même, j'ai intégré ces schémas. Et quand j'ai envisagé des différents métiers, parce que je ne me suis pas tout de suite dit, je vais faire de la recherche médicale, j'ai envisagé surtout des métiers qui étaient tournés vers les autres, que ce soit ou le vétérinaire ou dans le médical ou kinésithérapie. Globalement, c'était toujours orienté vers l'extérieur. Et je pense que c'est un schéma qu'on a beaucoup intégré inconsciemment. Et donc c'est aussi une histoire de modèle, je pense, de figure féminine qu'on retrouve plus dans ces métiers-là. Et donc on a plus tendance à aller vers ça. Voilà, Frédéric, vous êtes d'accord avec cette idée qu'on pousse davantage les femmes à aller vers les sciences plus humaines, plus sociales, plus que les sciences dites dures, physique, chimie par exemple, maths? C'est une réalité si on prend en compte les chiffres qui montrent les pourcentages de femmes dans les sciences humaines et sociales ou dans les sciences dites dures, physique, chimie, mathématiques, effectivement. Alors, c'est ce qui était dit par, j'ai oublié le prénom. Edith. Edith, merci. Ce qui était dit par Edith, c'est est-ce qu'on l'intériorise ou est-ce qu'on est poussé vers? C'est un petit peu la question qui se pose. C'est certainement un petit peu des deux. On intériorise en partie qu'on ne peut pas aller vers des métiers plus sciences dures ou plus physiques. Et puis, il y a certaines personnes qui nous le rappellent tout au long de notre chemin. Dans la salle, quand vous parliez justement d'études scientifiques, il y en a combien qui veulent s'orienter vers les sciences dures, par exemple, maths, physique? Et pour les sciences humaines? Peut-être pas le terme, oui. Est-ce que vous voulez biologie, sociologie, anthropologie, par exemple? Vous n'êtes pas encore fixé, peut-être? Peut-être d'autres, oui, peut-être médecine aussi, effectivement.
Renata, c'est intéressant ce qu'on vient d'évoquer et on voit encore qu'ils n'ont pas totalement défini ce qu'ils voulaient pour la suite. Mais vous travaillez sur un programme dédié justement pour aller directement dans les écoles et essayer de former les enseignants pour justement leur dire arrêtez de dire aux filles d'aller plutôt dans un secteur plutôt qu'un autre parce que tout le monde peut finalement tout faire. Exactement. En fait, les programmes qu'on travaille chez Engie, c'est un peu plus large. Et cette action fait partie de ces programmes plus larges qui est justement d'amener la société à attendre la parité ou la mixité dans ces divers métiers. Et donc, comme Engie est une société d'énergie, il y a beaucoup de métiers scientifiques, des métiers techniques qui normalement n'attirent pas beaucoup les filles ou n'attiraient pas beaucoup de filles. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est justement aller dans les écoles. Moi, je suis aussi responsable des relations académiques. Donc, on va dans les universités, dans les écoles diverses, mais on va aussi dans les collèges, dans les lycées, parler avec des gens comme vous, parce que c'est dès le premier âge qu'on peut agir sur l'orientation des jeunes filles et des jeunes garçons aussi. Et donc voilà, on a un programme avec nos rôles modèles. On amène nos ambassadrices et nos ambassadeurs à parler avec les jeunes sur leur métier pour leur donner envie. Parce que, juste pour vous dire en termes de chiffres, Engie a 96 000 employés dans le monde et à peine 26% sont des femmes. Et nous, on s'est donné l'objectif d'attendre donc, cette mixité d'abord dans les cadres, donc dans les managements. Et aujourd'hui, on a 30 000 personnes qui ont cette fonction des cadres dans les groupes Engie. Et bon, on est déjà à 31% des femmes. On a commencé à 22%. Donc même dans les adultes, c'est ça que je voulais dire, même chez les adultes, il y a un préjugé où il y a des stéréotypes qui se forment dès le jeune âge qui nous amènent à penser que les femmes sont faites pour les métiers support, pour les ressources humaines, pour d'autres métiers, les juridiques. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans les juridiques, mais non, parce qu'en fait, nous avons besoin de tous les talents dans tous les métiers. On a besoin d'hommes dans les métiers des ressources humaines et on a besoin des femmes dans les métiers scientifiques. Et donc voilà, c'est ça qu'on vise avec ces programmes-là, avec les écoles. Et un autre volet aussi qui vous a particulièrement touché, Edith, c'était un peu la confrontation entre les classes prépa et la filière universitaire. Alors je ne sais pas où vous voulez aller, vous, après le bac, mais est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous décider? Est-ce que ça aurait pu vous empêcher aujourd'hui d'être à l'ENS Paris-Saclay parce que vous n'avez peut-être pas forcément eu toutes les étapes avant? Alors c'était vraiment une hésitation pour moi quand j'étais à votre âge, à vous aujourd'hui, assise dans les gradins. L'hésitation entre la classe préparatoire ou l'université. Et en fait, j'ai ressenti pendant toutes mes études supérieures qu'il y avait un vrai clivage entre les classes préparatoires et l'université. Et c'est un clivage que personnellement, je ne comprends pas du tout. Parce que pour moi, c'est hyper important qu'on ait ces deux offres-là de formation, parce que ça va dépendre de votre profil. Si vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin qu'on vous pousse, et ben c'est excellent, allez en classe préparatoire. Et si vous avez plutôt l'impression que vous avez besoin d'être vraiment sur ce que vous aimez, de vous spécialiser un peu plus vite, vous organiser par vous-même, à ce moment-là, l'université sera peut-être un cadre qui va mieux vous correspondre. Et moi, je fais partie de cette seconde catégorie. Je suis passée par l'université pour arriver à l'ENS Paris-Saclay parce qu'il y a une passerelle qui permet de le faire. Et je ne suis pas sûre que j'aurais pu aller jusque là où je suis allée aujourd'hui si j'étais passée par une classe préparatoire. Mais parce que le modèle universitaire me correspondait beaucoup mieux. Et vous pensez qu'on a plutôt les filles et les garçons selon la classe prépa, l'université? Il y a aussi ce genre de stéréotypes? Ça, je n'ai pas tellement ressenti personnellement, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, je pense que c'est un clivage qu'il faut arrêter de perpétuer parce que c'est important qu'on ait les deux modèles. Ce qu'on prend conscience, c'est qu'effectivement, tout peut se jouer aussi au niveau de l'école, au niveau des études, donc d'où l'importance aussi de former les enseignants sur ce sujet. Mais après arrive le monde professionnel. Et là, Sabrina, je me tourne vers vous parce que vous avez un parcours qui pourrait vraiment inspirer beaucoup de jeunes filles ici, parce que très jeune, vous avez décidé de partir au Congo pendant 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience et peut-être les difficultés que vous avez rencontrées en tant que jeune fille à l'époque?
Oui, donc c'était encore vers la fin de mes études, la dernière année à l'école vétérinaire, où justement on doit choisir de s'orienter pour soigner des vaches, des chiens ou faire autre chose. Et moi j'ai proposé de travailler sur la faune sauvage. Et dans ce cas-là, il fallait monter entièrement son projet et trouver ses financements. Et donc effectivement, j'avais envie de partir en Afrique et de travailler sur la faune sauvage, sur un projet qui consistait à suivre un petit groupe de chimpanzés qui venaient d'être relâchés en milieu naturel. En fait, ils avaient été victimes du braconnage, leur mère avait été tuée et une association les avait recueillis. Et le défi, c'était de les faire retourner en forêt. Et donc moi, en tant que jeune vétérinaire, mais n'ayant jamais rencontré un chimpanzé de ma vie et n'étant pratiquement jamais allée en Afrique, en tout cas pas dans la forêt tropicale, mon but, c'était de savoir s'ils allaient pouvoir survivre seuls, sans l'aide des humains. Donc ça a été vraiment une étape très compliquée à franchir. Bon, d'abord pour convaincre justement mes parents que j'étais capable de partir 6 mois seule en Afrique au milieu de la forêt avec des chimpanzés. Deuxièmement, mon école veto, puisqu'il fallait monter le projet en lui-même et trouver des financements. Donc la recherche de financement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y avait finalement pas grand monde qui pensait que c'était faisable. Et donc il m'a fallu pratiquement 1 an avant de rassembler les sous, qui n'étaient pas énormes, mais qui à l'époque pour moi étaient beaucoup, pour pouvoir faire ce projet. Et c'était vraiment pratiquement le dernier coup de fil que je passais pour essayer de convaincre, qui m'a permis de rassembler les financements et finalement de partir. La difficulté, elle a été importante de dire, voilà, je suis une femme, je pars seule sur le terrain. Est-ce que ça a été quand même quelque chose de compliqué pour convaincre ? Alors ça a été compliqué, ça l'a moins été en fait parce qu'effectivement le projet je le portais, mais j'avais rencontré celui qui allait devenir mon mari en terminale et donc il avait décidé de m'accompagner. Et je pense que malgré tout, ça a quand même joué le fait qu'on soit 2 à partir et que je ne sois pas complètement seule, parce qu'on était vraiment dans un milieu isolé. Il y a eu la guerre en fait civile qui s'est déclenchée pendant qu'on était au Congo, donc ça aussi ça a été une étape de se poser la question de savoir s'il fallait qu'on rentre ou si on restait, avec des pressions aussi pour nous faire rentrer. Et puis donc finalement, on est resté. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a appris en fait pratiquement comme les chimpanzés à vivre en autonomie dans la forêt. Ça a été une expérience incroyable, mais qui fait qu'après, on a été beaucoup plus tranquille pour toutes les autres expériences, tant avec la famille qu'avec les encadrants ou mes directeurs de recherche, puisqu'après j'ai continué en thèse. En fait, j'avais fait mes preuves et c'était une espèce de passeport pour dire si j'ai passé 6 mois en forêt, je suis capable d'aller plus loin et de poursuivre. Et donc après, vous avez moins rencontré de difficultés par la suite parce qu'il y avait quelque part la preuve de concept. Vous avez réussi à le faire, c'est ça ? De façon générale, oui. J'ai quand même, puisqu'en fait après j'ai fait de la chimie et donc là, les chimistes étaient aussi moins familiers avec cette notion de partir loin pour récolter en fait des plantes pour après trouver des molécules, etc. Donc j'ai eu encore quelques obstacles, mais c'est vrai que ça m'a aidé quand même cette première expérience. Frédéric, aujourd'hui, c'est encore compliqué de faire partir des femmes seules en mission à l'étranger, ou ça a quand même bien évolué ? Ça reste toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours cette idée que les femmes pourront moins bien se débrouiller ou qu'elles vont être sujettes à des difficultés que rencontrent pas forcément les hommes. Donc voilà, il y a toujours des moments où ça reste compliqué, il faut quand même convaincre. Après, on en discutait tout à l'heure avec Sabrina, il faut aussi que ce soit les jeunes femmes ou les jeunes hommes, voilà, quand on part à l'étranger ou quand on part sur nous on appelle ça des terrains en mission difficiles, il faut quand même être prudent, il faut être averti d'un certain nombre de choses pour pas se mettre en danger soi-même, ça reste quand même une réalité, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'une fois qu'on est sur le terrain, alors moi je travaille, je suis anthropologue, je ne sais pas si vous savez trop ce que c'est qu'être anthropologue, je travaille sur les relations humains-environnement et donc je travaille au contact des humains
l'autre partie en fait de ce que fait Sabrina et ces humains qui rencontrent la faune sauvage notamment. Et j'ai beaucoup travaillé avec les pêcheurs, et donc c'était de la même façon comment une femme est accueillie sur des bateaux de pêche pour faire des virées de pêche ou dans des groupes très masculins. Ce qui est intéressant quand on travaille en tant qu'anthropologue, c'est de se dire, je suis une femme, et du coup, qu'est-ce que ça engage comme type de données, de connaissances que je vais produire, cette relation, en fait, surtout quand j'étais plus jeune femme, avec ces milieux très masculins. Donc, ça nous donne aussi des éléments beaucoup plus intéressants à analyser et qui sont vraiment très riches. Et en fait, la plupart du temps, et j'ai fait l'expérience avec un collègue masculin, c'était presque plus facile pour moi, parce que je ne rentrais pas en compétition avec eux, et puis parce qu'ils se disaient, bon, elle ne connaît pas grand-chose, et on va lui expliquer quand même. Et donc, ils prenaient un soin fou à m'expliquer, parce qu'en se disant, mais ça va être compliqué pour elle, alors que le masculin ne lui aurait pas expliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes ces explications, puis me montrer et me parler. Donc finalement, ça en fait une force. Moi, je pense que ça en fait une force. Alors après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé l'anthropologie, les anthropologues, et ça a été étudié depuis, s'intéressaient plutôt à ce que faisaient les hommes qu'aux pratiques féminines qui étaient moins intéressantes, moins nobles. C'est-à-dire, quand vous parlez de pratiques féminines Parce que les hommes vont à la pêche, donc ils ont toute une instrumentation, ils ont tous les savoirs liés à la pêche, et les femmes, elles préparent le poisson, si je dois simplifier, et c'était moins intéressant, alors qu'il y a des choses très intéressantes dans les rites culinaires où les hommes sont dans l'espace public et les femmes dans l'espace privé. Et donc moi, je travaillais beaucoup plus, puisque les questions étaient beaucoup plus adressées vers les hommes, avec des hommes qu'avec des femmes. Mais c'est en train de changer, et donc c'est intéressant. On voit dans vos parcours que c'est vraiment la détermination, la passion pour votre métier, pour aller au-delà de tous ces obstacles. Et Renata, vous avez un parcours aussi qui est assez bluffant. Vous êtes brésilienne. Vous ne parlez pas du tout français normalement à la base. Avec la chemise brésilienne, non ? Oui. Et vous avez un parcours où justement vous avez dépassé les obstacles aussi. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes devenue aujourd'hui la vice-présidente Groupe Engie ? Oui, en fait, oui, je suis venue d'une famille qui était classe moyenne modeste au Brésil. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu envie d'avoir une carrière internationale. Et quand je disais ça, ça me paraissait tellement loin. Et pour mes parents, c'était encore plus loin. Ils ne me voyaient pas du tout là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les familles jouent un rôle très important dans notre orientation. Et donc, moi, ce qui m'a fait vraiment aller plus loin, c'est que je n'avais pas peur et je n'écoutais pas ma famille. En fait, pour dire la vérité, je n'écoutais pas grand-chose de ce que ma maman me disait. Elle croyait que j'avais un destin plutôt d'assistante, assistante exécutive. Donc, elle m'a fait apprendre des langues. Et moi, je voulais découvrir le monde. Donc, au lieu de faire comment on dit, des formations techniques, moi, j'ai étudié les droits. Je me suis, bien sûr, ça ne vient pas sans effort. Donc, moi, j'étudiais beaucoup. Et j'étudiais jusqu'à très tard les soirs, tous les jours. Et voilà, j'ai fait des concours publics et presque toutes mes études ont été payées soit par les gouvernements au Brésil, soit par les gouvernements anglais. J'ai fait un master en Angleterre payé par le gouvernement anglais, soit par les entreprises où j'ai travaillé. Et donc, comme ça, j'ai passé d'une carrière en droit, je me suis formée avocate, donc j'ai les barreaux de Rio de Janeiro, mais après, j'ai passé au métier de la finance, donc j'ai fait un MBA en finance. Après, j'ai décidé d'aller dans les ressources humaines, donc je fais un autre MBA en ressources humaines, et dans plusieurs pays différents. Et bon, voilà, et finalement, je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Donc, la première chose, je pense, c'est de rêver grand, de ne pas limiter vos rêves, parce que la première chose qu'on doit faire pour réaliser des grandes choses, c'est de rêver. Et après, c'est donner les moyens. En fait, rien ne tombe du ciel, c'est beaucoup d'efforts. Et il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Il faut aller chercher les personnes qui vous inspirent et demander comment ils ont fait.
moi, je suis toujours à l'écoute et à l'aide aussi des jeunes filles et des jeunes garçons qui veulent progresser, justement pour raconter mon parcours. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes même les fameux rôles modèles dont on parlait un peu tout à l'heure, ces femmes où on peut s'identifier et se dire, ben voilà, elles ont tracé une voie, elles ont démarré quelque chose, alors peut-être que moi aussi je peux y arriver. Edith, est-ce que vous avez eu ce rôle modèle qui a été un déclencheur pour vous à un moment dans vos études ? Oui, pendant mes études, j'ai rencontré une scientifique qui s'appelle Myriam Knopp, qui est à la fois médecin endocrinologue et elle fait de la recherche sur le diabète et qui travaille à l'Université libre de Bruxelles. J'ai fait un stage là-bas. Et c'est vraiment une personne que je trouve exceptionnelle parce qu'en fait, elle incarne tout ce que la féminité aussi peut apporter à la science dure. Dire qu'elle menait de front ses activités de clinique et ses activités de recherche avec beaucoup de rigueur et en même temps tout en restant toujours très très humaine, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'humanité dans toutes ses interactions. Et donc j'ai vraiment été en quelque sorte subjuguée par cette personne. C'est devenu une sorte de modèle pour moi pour la suite. Sabrina, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes devenue un rôle modèle pour plein de jeunes filles. Et pourtant, vous, à l'époque, vous n'avez pas forcément ces modèles-là féminins pour vous raccrocher. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez trouvé la force pour y aller ? Alors oui, effectivement. Donc il y a quand même 3 femmes qui incarnent ce qu'on fait aujourd'hui en tant que primatologue dans le monde. Mais quand je suis partie, moi, sur le terrain, je ne les connaissais pas. J'étais vraiment centrée sur mon travail de vétérinaire et pas forcément dans un travail de recherche. Mais aujourd'hui, donc, dès que je suis rentrée, en fait, j'ai fait un peu de recherche sur ce qui était possible de faire sur le terrain. Est-ce qu'il y avait possibilité de continuer ? Est-ce que c'était vraiment quelque chose possible pour une femme, une carrière à suivre des primates dans la forêt. Et donc j'ai découvert les parcours notamment de Jane Goodall, Diane Fossey, Birute Galdikas. Donc l'une suivait les chimpanzés, l'autre les orang-outans et la troisième les gorilles. Et en fait, elles avaient été choisies justement parce qu'elles étaient femmes par Louis Leakey, donc qui était un paléoanthropologue. Parce qu'elles étaient femmes et qu'au départ, elles n'avaient pas forcément une formation scientifique. En fait, Louis Leakey s'est dit elles ne sont pas dans le monde scientifique et elles sont femmes, elles n'auront pas peur de dire et de partager leurs découvertes. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Jane Goodall a découvert que les chimpanzés utilisaient des outils, elle n'a pas eu peur d'annoncer cette découverte, elle n'a pas eu peur de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que mes observations sont vraiment aussi fiables que ce qu'elles devraient l'être ? Et c'est pour ça que toutes ces connaissances ont pu aller aussi vite et ont pu être diffusées aussi rapidement. Parce qu'elle ne s'est pas auto-restreinte, censurée dans ses découvertes et dans ses observations. Et donc, ça m'a aussi inspirée et effectivement, à posteriori, relâcher une pression quelque part. Je pense aussi que on a, et c'était ce que Louis Leakey voulait aussi, en tant que femme, une sensibilité différente, une approche différente de la science. Et par exemple, au départ, donc on a cette absolue rigueur qu'il nous faut, mais personnellement, je pense que ça ne nous empêche pas d'y mettre de l'affect. Et souvent, on me dit « Ah, mais tu donnes des noms aux chimpanzés, c'est pas normal, tu les personnifies, c'est de l'anthropomorphisme ». Bah non, c'est simplement qu'ils ont des personnalités, des individualités et que c'est pas parce qu'on fait un travail rigoureux qu'on peut pas reconnaître que chacun de ces individus qu'on observe a une personnalité. Il n'y a pas que les humains qui ont des personnalités. Et je pense que peut-être les hommes, les garçons auraient eu plus de mal à laisser paraître leur affect et que c'est quelque chose de positif qu'on peut apporter à la science aussi. Finalement, les hommes et les femmes apportent des voix et des visions différentes sur un même sujet. C'est très complémentaire. Exactement, et c'est ça qui est vraiment formidable dans la recherche aussi, c'est la mixité des recherches. J'imagine pas un monde où il y aurait que des femmes qui feraient de la science, tout comme évidemment, c'est pas possible d'imaginer un labo où il y ait que des hommes. Et moi, sur le terrain, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est principalement constituée d'hommes, parce que culturellement, en fait, le milieu de la forêt et suivre des chimpanzés en Ouganda où je travaille, c'est le milieu des hommes.
Mais c'est bien ça aussi qui fait la richesse de notre travail, c'est cette complémentarité. Frédéric, vous avez vous aussi manqué de modèles féminins quand vous avez démarré. Comment est-ce que vous avez fait pour vous lancer ? Alors moi, je suis certainement la plus ancienne parmi toutes. Et donc, imaginez-vous, mais vous aurez du mal, à l'époque, 2 chaînes de télévision que je n'avais pas le droit de regarder beaucoup, avec une télé dans la famille. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'était, bon, ça me fait moins rêver maintenant, mais à l'époque, Commandant Cousteau et puis Haroun Tazieff. Je voulais être l'un des deux. Donc, je ne savais pas encore trop. Donc, les volcans, l'océanographie, je ne savais pas. Mais j'ai bien aimé ce que Renata vient de dire, c'est rêver en grand. Je voulais faire de la recherche. Donc, et je ne m'étais jamais posé vraiment la question, est-ce que moi, en tant que femme, je pouvais être commandant Cousteau ? Bon, ça ne vous dit peut-être rien, le commandant Cousteau. Vous connaissez le commandant Cousteau ou pas ? Oui, bon, quand ça même. vous dit quand même quelque chose. Je ne suis pas si... Non ? C'est pas l'époque aussi vieux. Bon, c'était quelqu'un qui allait sur les mers comme ça. Et donc, je ne me posais pas la question si en tant que fille, je pouvais le faire ou pas. Je voulais faire ça. Donc après, évidemment, quand j'ai commencé mes travaux en recherche, j'ai rencontré des femmes exceptionnelles, souvent des femmes quand même avec un sacré caractère, parce que quand il fallait... Alors, il y a une collègue... que Sabrina connaît bien, Marie Rouet, quand il fallait partir à 20 ans chez les Inuits dans un igloo pendant 2 ans, il fallait quand même le vouloir quand on était jeté comme ça par son directeur de recherche. Mais oui, ça m'a fait rêver. Et je pense qu'il faut effectivement, pourquoi pas moi. Le pourquoi pas moi est très important parce que quelque part, ça vous définit un peu toutes, de vous être lancé. Et ça peut aussi vous inspirer pour vous. Si vous avez un rêve, un grand rêve, il faut se lancer. Ce qui est important aussi, Frédéric, dans votre parcours, c'est que vous avez un poste à responsabilité. Ça grandit de plus en plus. Est-ce que là, vous avez été confronté à d'autres difficultés en tant que femme à ce poste-là ? Alors, il y a la question d'être chercheur sur le terrain. Effectivement, ça peut être parfois compliqué, mais c'est très riche, comme le disait Sabrina, parce qu'on voit les choses autrement. On a accès à d'autres espaces qui sont fermés aux hommes aussi, parfois. Et puis, dans les postes à responsabilité, c'est plus difficile que sur le terrain. Je préfère être avec les pêcheurs ou avec certaines communautés qui pourtant sont assez... fonctionne sur des modes virils qu'avec mes collègues en administration de la recherche, parce que les rapports sont parfois des rapports de force sur le mode de la virilité, parce que le plafond de verre existe toujours, parce que voilà, toutes ces questions où il y a quand même moins de femmes professeurs que d'hommes professeurs, c'est des chiffres qui sont toujours encore extrêmement présents et qu'il faut combattre. Heureusement, ça a quand même évolué, mais il faut toujours être présent pour pouvoir dire mais oui, une femme peut le faire. Donc, Sabrina, vous voulez réagir ? Je voulais juste réagir parce que Frédéric vient de mentionner le terme de professeur. Souvent, quand on est autour d'une table, il y a les hommes qui sont professeurs et les femmes qui sont Frédéric et Sabrina. Enfin, je ne sais pas si tu le ressens. Parce que vous n'êtes pas prof, en fait. C'est souvent ça. Alors peut-être que c'est aussi à cause de notre profession. Oui. On est dans l'humain, le contact. C'est ça. Voilà, mais... Et il y a une très belle histoire qui circule, mais alors ça vous dira peut-être rien non plus, mais moi j'aime beaucoup cette histoire, c'est au Collège de France, donc Collège de France qui est un grand établissement, avec les professeurs du Collège de France et une professeure, Françoise Héritier, qui est une des plus grandes anthropologues, qui a été une des plus grandes anthropologues. Et on cherche une secrétaire de séance vers qui on se tourne, vers une femme. Alors justement, ces stéréotypes ont quand même la vie dure, on le voit encore aujourd'hui, c'est là. Edith, vous avez décidé de vous lancer aussi pour permettre à ces jeunes filles de se dire que c'est possible. Et quand on entend tout ça, j'imagine que ça doit encore plus renforcer votre conviction d'aller dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites avec elles ? Alors le principe, c'était d'aller dans des écoles à Gif-sur-Yvette, qui est la commune sur laquelle se trouve l'ENS Paris-Saclay, pour en fait expliquer aux jeunes filles et aux jeunes garçons ce que c'était que l'ENS, parce que ça peut paraître un peu obscur, peut-être même pour certains d'entre vous, ça paraît encore obscur aujourd'hui. Mais donc leur expliquer ce que c'est que ce bâtiment qui se trouve sur leur commune, et aussi parler de science, voilà. Et on était donc deux filles à faire ça.
Et donc, ça avait un peu deux buts. C'était à la fois de donner un accès à la science, d'avoir des échanges autour de la science, de leur expliquer ce que c'est l'ENS, mais aussi de leur montrer un visage féminin de l'ENS Paris-Saclay, un visage féminin de la science, et de leur dire que voilà, on peut être une fille, être passionnée de science et viser haut et intégrer une grande école pour faire de la science. Alors, grâce à cette initiative qui a débuté avec vous, la Fondation Engie maintenant permet de le faire chaque année avec d'autres personnes. Et quelque part, est-ce que vous avez envie, vous, de devenir ce fameux rôle modèle? Comme là, vous pouvez avoir 3 femmes qui ont ce rôle-là aujourd'hui. En plus, vous vous orientez vers la vulgarisation scientifique. Donc, vous avez finalement tout le potentiel de devenir ce fameux rôle modèle pour les jeunes filles. Alors, je ne sais pas si je peux prétendre au fait d'être ou de devenir un rôle modèle pour qui que ce soit. Mais si je peux ouvrir les yeux de jeunes filles et leur donner envie de faire des sciences, alors je suis ravie. Et je pense que oui, on est dans une société où c'est vraiment très important de faire de la communication autour des sciences, de vulgariser la science. Et voilà, la recherche publique, elle est publique, c'est le service public, et elle a pour but aussi d'être accessible à tout le monde. Et donc pourquoi pas joindre ces 2 objectifs en faisant présenter la science par des femmes et en permettant à des femmes scientifiques d'être dans l'espace médiatique et de parler de ce qu'elles font. Alors justement, il y a aussi des actions très concrètes qui sont très importantes de mettre en place parce que ça ne se fait pas tout seul. Et Renata, c'est là où je me tourne vers vous parce que vous avez développé un super programme 50-50 pour permettre justement l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Mais il y a un programme spécifique que vous avez développé au Brésil que pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il y en a 2 en fait au Brésil. Et je voudrais parler de 2 en fait, parce qu'au Brésil, il y a des endroits qui sont vraiment très éloignés des grands centres urbains. Il y a des espaces énormes. Vous voyez, le Brésil, c'est plus grand que l'Europe. Et donc nous avions des usines dans le nord-est du Brésil où on ne trouvait pas du tout des main-d'œuvre qualifiés. Et donc, on a décidé à ce moment-là de créer des programmes de formation pour former les gens dans les métiers qu'on avait besoin d'embaucher. Et donc, on a décidé de faire ça que pour les femmes. Parce qu'on a profité de ces moments-là justement pour attirer les femmes dans nos métiers. Et donc, à travers les actions des maires locaux, on a fait des programmes de recrutement. Et donc, on a attiré plusieurs femmes à venir apprendre nos métiers. Et des femmes qui étaient normalement des femmes du foyer, qui n'avaient aucune activité économique. Et donc, elles sont venues et beaucoup d'entre elles nous ont dit qu'elles sont venues juste parce que c'était un programme pour les femmes. Parce que sinon, elles n'allaient jamais croire qu'elles allaient être prises pour une formation d'électricien ou des plombiers ou d'autres choses. Donc voilà. Et là, on a vu une vraie action sociétale aussi, parce qu'on aide la société où on agit, où on a nos activités, à évoluer. Et donc, ces femmes qui avant n'avaient pas d'activité économique, maintenant, elles rentrent dans l'activité économique de la localité. Donc, ça aide aussi les économies locaux. Donc, ça, c'est un des programmes. Il y a un autre aussi que nous avons fait au Brésil et en Arabie Saoudite pour des femmes ingénieures. Et donc, je vais parler de l'Arabie Saoudite parce que j'ai déjà donné un exemple du Brésil. En Arabie Saoudite, depuis 2020 seulement, que les femmes sont acceptées dans des lieux de production, dans des sites de production. Avant, elles ne pouvaient pas entrer dans ces sites. Et donc, Engie a décidé de créer un programme pour embaucher des jeunes femmes ingénieures pour les former dans nos métiers et dans nos sites industriels. Et donc, nous avons ouvert un programme de recrutement et on a reçu 5000 CV des jeunes filles ingénieures qui n'avaient jamais pu travailler. Et donc, c'était un grand processus de recrutement juste pour 15 places. Et donc, elles venaient quelquefois accompagnées de leur père ou de leur mari ou pas accompagnées. Elles venaient comme elles pouvaient. Et donc, on a pu embaucher, pas d'abord embaucher, c'était un programme de trainees, donc des graduates. Elles ont d'abord obtenu donc, une formation pendant 1 an et après, on a pu les embaucher. Et donc, maintenant, tous les ans, on va le faire. Donc, on a fait la même chose au Brésil. Et vous attendiez à avoir autant de CV, de candidatures, ou vous pensiez que ça allait être plus compliqué d'avoir des femmes ingénieures? Non, on a même eu peur qu'on n'allait pas avoir autant de CV et que ça allait tomber dans l'eau, mais non. Et au Brésil, les mêmes programmes au Brésil, il y a eu 2000 CV des femmes dans tous les Brésil.
Donc, je pense que quelquefois, les femmes n'osent pas, en fait. Parce que dès le début, elles ont toujours entendu que ça serait trop difficile ou ça serait même impossible. Et du coup, elles osent moins que les garçons. Mais c'est possible pour tout le monde. Et donc, quand on met un programme en place, en France, on ne peut pas faire ça parce qu'en France, la loi ne nous permet pas de faire un programme pour un seul genre. Mais dans d'autres pays où on peut, on voit qu'elles viennent justement parce que c'est propre pour les femmes. Sinon, elles ne viendraient pas. Ah, donc ça, c'est intéressant. Si c'était mixte, elles n'auraient probablement pas du tout envoyé leur candidature. Exact. C'est ce qu'elles nous disent quand elles arrivent. Alors justement, on voit qu'il y a des projets concrets qui aident à donner l'impulsion. Frédéric, vous participez à un projet cette fois-ci avec L'Oréal pour Women for Science. Et en particulier, c'est pour les femmes qui sont dans les dom-toms. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette action et pourquoi elle est si importante pour vous? Alors, il y a le programme Women for Science qui récompense des femmes chercheuses, mais qui sont déjà bien installées. Et il y a un programme Jeunes Talents pour les doctorantes et les post-doctorantes, donc c'est après le doctorat. Il m'a semblé, et donc j'en ai parlé avec la Fondation L'Oréal, que dans ce programme Jeunes Talents, où chaque année il y a une bourse qui est donnée aux doctorantes, donc il y a 20 bourses, je crois, de mémoire doctorantes, qu'il fallait aussi penser aux jeunes femmes qui étaient dans les dom-toms, puisque c'est un programme français. Pourquoi les dom-toms? Parce que il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais aussi le cumul de, voilà, on appartient, on est une femme, on est d'un milieu modeste, et puis parfois dans des régions qui ne sont pas les régions où il y a les grandes universités, ou les espaces où on peut s'émanciper plus facilement. Et donc, la Fondation a choisi de donner 5 bourses. Alors, ça ne veut pas du tout dire que c'est des personnes qui n'auraient pas eu ces bourses si elles n'avaient pas eu cette possibilité-là. Ça veut dire seulement que c'était leur donner envie et leur dire pour vous aussi c'est possible. Donc au début elles étaient, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire elles n'allaient pas, il n'y avait personne des dom-toms qui déposait le projet, qui déposait leur projet de jeunes doctorantes, et de leur dire vous avez 5 places qui vous sont réservées en plus des autres. Ça leur a donné envie d'y aller, et leur grande inquiétude c'était de dire mais finalement est-ce qu'on est moins bonne que les autres? Non. Elles ont été sélectionnées exactement de la même manière, mais elles ont osé y aller puisque des places leur étaient réservées. Donc c'est vraiment la même chose, c'est se dire pourquoi pas moi aussi, il faut que je puisse y aller. Bon, après il y a aussi culturellement se mettre en avant, c'est pas forcément facile pour obtenir des bourses, mais il faut pas s'arrêter. On est femme, d'accord. Mais parfois aussi, on se dit, oui, mais je suis de milieu modeste, donc c'est aussi compliqué, parce que c'est pas moi pareil dans ma famille. Quand je vous disais que je regardais la télé, c'est parce que j'avais pas beaucoup d'autres modèles, ni beaucoup de livres à la maison. Et que mes parents, chercheurs, c'est quoi? Alors là, c'était vraiment, vaut mieux gagner de l'argent quand même que d'être chercheur. Mais ça, c'était un frein aussi pour vous au début, peut-être, de se dire, est-ce qu'on va vraiment gagner sa vie en faisant ce métier? Ça pouvait inquiéter parfois la famille. Oui. Énormément. Sabrina, vous avez eu le prix de la Fondation Engie qui donne un prix aussi pour financer des bourses pour de la recherche. Est-ce que lorsque vous entendez justement ces histoires-là, vous vous dites à quel point c'est important d'avoir ces prix qui existent et peut-être encore plus dédiés aux femmes? Est-ce qu'il faudrait vraiment le développer? Oui, je pense que c'est important de donner une visibilité, ne serait-ce que les journées comme aujourd'hui, où le fait de recevoir un prix, c'est le moment où on met en lumière certaines personnes. Et comme c'est mentionné là, quand on sait que c'est possible, quand on voit incarner vraiment par des femmes des sujets qui semblent parfois inaccessibles, ça donne envie. Et comme vous le disiez tout à l'heure, oui, aujourd'hui on reçoit des centaines de demandes de stages, de candidatures pour des thèses, etc. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se sentent capables de faire ça. Et donc il faut encourager, et ces prix-là, c'est vraiment important pour soi, mais parce que pour le rayonnement malgré aussi tout, du travail. même si on ne court pas forcément après, de recevoir un prix, de se dire
dire bah oui, j'ai réussi, c'est aussi une étape et c'est un moment où on se dit bah voilà, ça valait le coup, tous les efforts, parce que comme Renata le dit et comme aussi Frédéric le souligne, c'est pas forcément de la sélection positive et il y a besoin de beaucoup d'efforts. Il y a des barrières, il y a des obstacles, mais il faut un peu, je crois que c'est ce que vous disiez aussi, ne pas s'arrêter à ces personnes qui peuvent être négatives ou toxiques ou sembler monter ces barrières. Il faut aller s'entourer des bonnes personnes, celles qui sont positives, celles qui donnent la force, celles qui donnent l'envie. Et avec tout ça, en général, ça fait un bon cocktail pour dépasser et oser et dépasser des choses qu'on a parfois dans sa tête et qui existent dans l'entourage, mais qu'on peut surmonter sans trop de problèmes en général. Ça peut vraiment aider. Renata ? Oui, je voulais juste dire une chose, parce que les stéréotypes qu'on a vis-à-vis des filles et des femmes, on a aussi vis-à-vis des hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui voudraient bien, par exemple, prendre une carrière de psychologue ou une carrière dans les caring, normalement destinée aux femmes. Mais il faut qu'ils osent aussi aller dans ces chemins-là. Parce que de la même façon qu'il y a beaucoup de pression sur les filles pour faire des métiers plus, comment on dit, humaines, il y a aussi beaucoup de pression sur les garçons de faire des métiers durs. Et quelquefois, ils ont une personnalité. J'ai mon fils, que c'est mon exemple. Mon fils, il n'est pas fait pour des métiers durs parce qu'il est un garçon sensible. Et je l'ai dit, il a les droits d'être sensible. Et on a besoin d'hommes sensibles dans plusieurs métiers. Et en plus, je vais vous dire, quand je travaille avec des psychologues, parce que je travaille beaucoup avec des sociologues et psychologues pour faire les programmes qu'on fait dans l'entreprise, quand il y a un homme, il est toujours mieux payé, parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est vrai. Vous avez entendu ? Il y a peut-être un métier d'avenir aussi. C'est important ça aussi. On parle des métiers scientifiques pour les filles parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais il faut parler aussi d'autres métiers pour les garçons. Effectivement, la mixité, ça va vraiment dans les deux sens. D'un côté, il manque d'hommes dans certains secteurs et de l'autre côté, c'est des femmes. Edith, c'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui. Vous, dans vos études, vous voyez qu'il y a un clivage entre certaines matières où il y a beaucoup plus de garçons que de filles ? Oui, clairement. En biologie encore, c'est une matière où ça va. On est plutôt moitié-moitié, du moins dans ma promotion. Mais c'est vrai que quand on regarde les promotions d'informatique, de mathématiques ou de physique, c'est impressionnant. Parfois, on peut avoir vraiment 30 garçons pour une fille. Et c'est bête, je trouve ça bête, parce que en fait, la mixité, quelque part, c'est apporter de la diversité. Et la diversité, c'est toujours une richesse. C'est toujours une richesse, en fait, d'avoir des profils très différents dans une promotion. Donc, je trouve ça dommage. Frédéric, c'est aussi quelque chose que vous avez perçu dans votre parcours, cette difficulté de mixer un petit peu les genres et avec toujours ce côté un petit peu catalogué d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous avez des jeunes filles ou des jeunes hommes aussi qui viennent vous voir parce qu'ils sont perturbés par ça et ils ont besoin de se raccrocher peut-être à votre expérience et à vos conseils pour pouvoir avancer plus sereinement ? Alors, je ne sais pas s'ils ont besoin de se raccrocher, mais nous, en tant que professeurs au muséum, on fait de l'encadrement de master, donc bac plus 4 et 5, c'est ça, et puis encadrement de doctorants. Et c'est vrai qu'il y a les questions de recherche, et souvent, il y a les questions à côté de la recherche. Surtout quand on est une jeune femme, quand on s'engage dans un doctorat qui est quand même une épreuve, quelque chose de très long et qui demande beaucoup d'implications. Il y a tous ces côtés, comment on fait pour pouvoir avoir à la fois une vie familiale et une vie professionnelle. Il y a la question de la maternité. Moi, j'ai une doctorante là, qui vient d'accoucher, donc c'est une grande question. Comment on fait pour pouvoir à la fois avoir un enfant et puis s'engager dans une carrière de chercheur. Donc, on parle beaucoup, mais on parle aussi de la même manière avec des doctorants, des garçons qui se posent la question sur la manière de poursuivre dans une carrière de chercheur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, j'aime pas trop ce rôle modèle, où je suis toujours un petit peu embêtée avec ce rôle modèle parce qu'ils ont l'impression que
voilà, ça y est, ça a été simple pour moi. Mais en fait, j'ai eu les mêmes parcours qu'eux, semés d'embûches, semés de difficultés, de choses qui n'ont pas marché, de grands questionnements. Et donc, bon, si aujourd'hui, je peux servir à quelque chose, tant mieux. Mais c'est toujours en expliquant. Mais moi, je suis passée par les mêmes interrogations que vous. J'ai eu les mêmes difficultés que vous pouvez avoir. Parfois plus difficiles parce que, voilà, il y avait moins de femmes. Donc, mais c'est bien voir que c'est toujours une évolution et que c'est pas forcément simple. Edith ? Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus sur le fait qu'un parcours qui est linéaire, c'est très bien si on va droit au but, mais un parcours avec des détours, c'est aussi des parcours qui sont très intéressants parce que c'est toujours une richesse de faire des digressions et finalement ça permet aussi de se trouver en chemin et c'est toujours très enrichissant. Donc je suis parfaitement d'accord avec ça. Sabrina, on voit que quand même on avance vers la bonne voie, mais que ça reste encore compliqué aujourd'hui malgré tout. Qu'est-ce qui manquerait ? Quelle est peut-être la brique qui manque pour arriver à faire basculer un peu plus ces choses ? Est-ce que c'est au niveau de l'éducation ? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit imposer des choses ? Est-ce que c'est d'autres prix ? C'est plus de médiatisation ? Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui ? Je pense que c'est une question de société plus large que juste la science. Enfin, on s'en rend compte dans le sport, dans la vie quotidienne. C'est se dire que quasiment tout est possible. C'est pas parce qu'on est une fille ou une femme qu'on peut pas s'autoriser à essayer des choses, à tenter. On réussit pas, mais c'est pas forcément parce qu'on est une femme qu'on n'y arrivera pas. Et puis, ce que disait Renata aussi me semble tout à fait d'actualité, c'est-à-dire ne pas non plus mettre la pression sur les hommes pour devoir remplir un rôle aussi spécifique. Et effectivement, les choses avancent et je pense qu'on essaye d'y contribuer avec la science, mais c'est plus une question générale de société. Renata, justement, votre poste est stratégique aujourd'hui. L'avenir, vous le voyez comment ? Il faudrait que votre poste n'existe plus quelque part ? Ah oui. En fait, aujourd'hui, on a besoin de traiter la diversité, équité, inclusion parce que dans les entreprises, parce qu'il n'y a pas l'égalité, en fait. Il n'y a pas encore l'égalité des chances. Il y a beaucoup de biais, en fait, des biais dans les promotions, dans les recrutements. Et donc, on est là pour créer des programmes pour éviter ces biais. Donc, pour rendre nos process de recrutement, nos process RH le plus neutre possible afin de donner les chances à tout le monde. Mais les jours qu'on arrivera là où on veut arriver, mon poste n'existera plus. Et je serai très contente de faire autre chose. Parce que, comme vous avez dit, un parcours n'est pas linéaire. Moi, j'ai déjà commencé dans les droits, je passais par la finance. Je suis dans les ressources humaines et des manques. Peut-être que je serai dans la science. On ne sait jamais. Donc, il ne faut pas se donner vraiment des limites. Et surtout, moi, je souhaite c'est que mon poste de diversité, équité et inclusion n'existe plus dans les entreprises dans quelques années. Quelque part, vous mettez un petit peu les jalons pour la prochaine génération aussi, pour qu'elle puisse continuer à avancer dans cette voie-là. Edith, qu'est-ce qui manquerait pour vous aujourd'hui pour vous lancer sereinement, ou qu'est-ce que vos amis peut-être vous disent autour de vous sur ces questions-là qui les inquiètent encore aujourd'hui et qu'on pourrait arriver à débloquer ? Je pense que c'est important d'encourager des initiatives justement comme le prix L'Oréal UNESCO dont on a parlé. Je pense que vraiment le côté rôle modèle, c'est quelque chose qui est assez clé globalement. C'est qu'on a besoin aussi de se reconnaître, d'avoir une figure vers laquelle on avance sans forcément faire le même parcours, sans forcément arriver au même endroit, mais simplement être inspiré et oser. C'est un mot qui revient beaucoup, oser. Et j'avais envie de parler aussi du sentiment d'avoir l'impression qu'on dérange. Je pense que c'est un sentiment qui n'est pas du tout exclusivement féminin, mais qui est assez universel dans la gente féminine. C'est-à-dire que l'impression la peur de déranger. Je pense qu'à un moment, il faut se dire, moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est soyez toujours respectueuse, mais arrêtez d'avoir peur de déranger. Si vous avez un besoin, exprimez-le. Si vous avez besoin d'assumer un non, faites-le. Et osez, allez-y, foncez. Sabrina, aussi le terme de foncer, de ne pas se mettre de barrières, c'est un peu le conseil que vous pourriez donner à ces jeunes filles vu votre parcours. C'est un peu votre état d'esprit, votre mantra aussi ? Oui, et comme ça a été mentionné, c'est effectivement ne pas se mettre de limites, soit pour des questions physiques, soit pour des questions intellectuelles, ou bien même dans les disciplines. Cette fluidité, elle existe. Moi, j'ai commencé par
aller dans le monde vétérinaire, puis après je suis allée dans la recherche en biologie, puis en chimie, puis je suis dans une équipe dans un département dirigé par Frédéric, qui est un département avec des anthropologues, des ethnologues. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la science, c'est que vous pouvez vraiment partir d'un point et arriver, sans forcément l'avoir au tout départ imaginé, à rencontrer des personnes de milieux complètement différents, de disciplines complètement différentes. Et oui, c'est ça, c'est oser ne pas se mettre de barrières et vivre son rêve en grand et même plus loin que ses rêves, en fait. Alors, plus loin que c'est les rêves, ça veut dire qu'il ne faut pas s'auto-limiter, Frédéric. C'est aussi quelque chose, vous, qui vous caractérise, d'aller toujours au-delà et ne pas s'auto-limiter, parce que parfois les femmes peuvent être leur plus grande contrainte pour pouvoir évoluer. Oui, de ne pas s'auto-limiter, mais je vais reprendre ce qui vient d'être dit, c'est aussi rester curieux, parce que la science, c'est la curiosité d'abord. Hein. Donc il faut être curieux de tout. Il y a quand même une réflexion à écouter, Edith et puis Sabrina, mais aussi Renata. C'est que j'ai l'impression que toutes les quatre, on a un parcours qui est un parcours pas du tout linéaire. Moi, j'ai fait de la biologie avant, je suis ingénieure horticole, là, je suis anthropologue. Aujourd'hui, je suis plutôt investie dans l'administration de la recherche et jamais j'aurais pensé que j'allais faire tout ça dans ma vie. Donc, c'est aussi saisir des opportunités, faire ça par passion. Donc, c'est quelque chose de vraiment important et de ne pas avoir... alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des profs, donc je fais attention à ce que je dis. Attention. Il faut savoir ce qu'on va faire dans sa vie. C'est quand même un petit peu compliqué. Moi, j'ai fait plein de choses différentes. Et puis, ces choses-là, elles m'enrichissent. Au lycée, je n'étais pas forcément très bonne. Sur mon bulletin, n'ai pas fait pour des études supérieures. Bon, j'avais quand même envie d'aller à l'université, parce que l'université, c'est une vraie chance. Donc, effectivement, il faut suivre ses passions. Puis, ces passions, c'est pas trop où elles vont nous emmener, finalement. Et puis, parfois, moi, je me suis retrouvée... en Polynésie française pendant plusieurs années et à être avec des pêcheurs de Polynésie française et travailler avec eux. Je pensais plutôt, mon idée au début, j'ai fait de l'anthropologie pour travailler avec les Touaregs dans le désert. Ah oui, c'est pas la même chose, effectivement. C'est pas vraiment la même chose. Mais voilà, c'est aussi la vie qui nous emmène vers des opportunités et puis qu'il faut saisir, y croire et puis y aller à fond. Renata, pour le mot de la fin, effectivement, c'est croire en ses rêves, oser, dépasser les obstacles, ses propres limites. C'est peut-être ce qu'on peut leur dire pour conclure. Hein. Oui, et ne pas s'arrêter dans les stéréotypes, aussi pour les filles que pour les garçons. Donc, moi, je dirais la même chose, oser et rêver grand. Et surtout, il faut se donner les moyens. Parce que ça, je dis toujours à mes enfants aussi, parce que cette génération, c'est la génération des réseaux sociaux. Donc, il faut les dire, on pense que c'est très facile de faire les premiers millions. Non, ce n'est pas facile. Et derrière les premiers millions, il y a beaucoup d'efforts, de travail et beaucoup de confiance en soi. Donc, ce que je pourrais dire comme mot de la fin, pour pouvoir oser, pour pouvoir rêver grand, soignez votre confiance en soi-même. Je ne sais pas si j'ai dit bien en français, mais c'est très bien. Et c'est à travers chaque expérience justement que l'on tente et qu'on arrive à réussir ces expériences que la confiance se gagne. Elle n'est pas forcément innée. Merci beaucoup à toutes les quatre. On va prendre vos questions maintenant. J'espère que vous en avez plein. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer pour la toute première question? Peut-être une jeune fille qui veut aller dans une carrière scientifique, mais qui doute, ou un garçon qui veut aller dans une autre carrière aussi. Ah, ça discute entre eux pour savoir qui se lance en premier, c'est ça? Sinon, levez la main tous ceux qui ont des questions et puis comme ça, on pourra déjà vous repérer dans la salle et vous amener les micros tranquillement les uns après les autres. Hein. Ah, on a une question ici. Bravo. Bravo pour oser, hein. Bravo. C'était pour donner... Pour indiquer à un copain à toi, non? Mais tu as une question? Elle a le micro juste là. Attends. Bon, on peut l'applaudir, bravo, parce que c'est pas facile la première question quand même. Mais il s'est lancé et il a osé, donc bravo à lui. Alors on t'écoute, tu t'appelles comment?
Sacha. Comment? Sacha. Sacha, bonjour Sacha. Vous allez bien? Très bien, et oui. Ça va. Et vous? Ça va. Je me suis un peu fait arnaquer, mais ça va. J'avais une question pour Frédéric. Madame Frédéric, je sais pas. Frédéric, oui. Mais bien le micro oui. près de... Oui, j'avais pas très bien compris, c'était quoi votre profession? Votre profession? Je suis anthropologue, donc professeur d'anthropologie. Un anthropologue, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille sur les relations entre les humains et leurs environnements, et donc qui essaye de comprendre, alors je vais le dire simplement, alors moi je travaille plutôt sur les milieux maritimes et les milieux insulaires, et donc c'est d'essayer de comprendre les pratiques, qu'est-ce que font les gens, voilà, c'est quoi le péché, et puis aller au-delà des stéréotypes, des préjugés ou des choses qu'on pense savoir. Les savoirs aussi, on parle beaucoup des savoirs locaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, savoirs locaux, savoirs autochtones, les savoirs possédés par les différents groupes, la façon dont ils se représentent le monde, parce que vous avez une représentation du monde, mais par exemple, dans certaines sociétés, ils considèrent les animaux comme leurs beaux-frères ou comme leurs frères, et ça donne des relations totalement différentes. Et puis aussi, moi, je travaille beaucoup sur la gouvernance des aires marines protégées, voilà. D'accord, merci. Merci à toi. Une autre question? Oui. Là, j'ai quand même que des garçons là pour le moment. Il va falloir que les filles, vous osiez aussi. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Bilal. Comment, pardon? Bilal. Miguel. Bilal. Bilal. B-I-L. Bilal. Ouais. Ce serait pour savoir, aujourd'hui, quand on est chercheur, on gagne combien dans notre vie? C'est le résultat de nos recherches. C'est à qui tu posais la question? À Sabrina ou à Frédéric? À Sabrina. Aux deux? Aux deux. Sabrina? Alors, en fait, ça dépend de l'ancienneté. Tu commences avec un salaire qui n'est pas forcément extraordinaire. Puis, au fur et à mesure, tu gravis des échelons. Donc, nous, par exemple, on est chercheurs, mais on est enseignants-chercheurs. Donc, on commence comme maître de conférence. Puis ensuite, on passe des étapes pour devenir professeur. Donc c'est vraiment au cours du temps et en fonction de ta carrière que ton salaire va augmenter. Alors c'est pas des salaires extraordinaires, mais comme le disait Frédéric, nous en fait tous les matins quand on se lève, on est hyper contente d'aller travailler et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée, alors peut-être si, il y a peut-être quelques journées quand même, où on se pousse. Mais en tout cas, par exemple, moi, quand je vais sur le terrain, il n'y a pas de plus belle journée que mes journées de travail. Donc, je pense que c'est ça notre plus belle richesse. C'est aussi de travailler dans une équipe avec des gens comme toi qui aussi ont envie de travailler. Et donc, d'avoir cette énergie et de se dire que tu vas pas là-bas, tu vas pas travailler juste pour gagner ta vie, mais tu vas au travail pour t'enrichir et pour gagner en expérience. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux donner des chiffres plus spécifiquement. Non, parce que les chiffres, ils ne donneraient pas trop envie. Mais oui, c'est ça, c'est cette passion, c'est faire de son travail, faire de sa passion son travail, et puis aussi quand même avoir une liberté de pouvoir aller sur le terrain et de pouvoir faire des choses incroyables. Merci beaucoup. Une autre question là-haut. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Ahmed. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ta question? J'ai envie de vous poser une question. Y a des gens qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Êtes-vous d'accord? Alors, tu la poses à qui, cette question? Renata, je pense que tu peux répondre. Je peux prendre... Il n'y a pas de mauvaise question, c'est important qu'il la pose pour qu'on puisse justement déconstruire l'imaginaire sur ça aussi. Je vais lui poser la question. Est-ce que chez toi, la place de ta maman, c'est où? Est-ce que ta maman... non, c'est important parce que nous avons les modèles. On construit les modèles selon les modèles qu'on a à la maison tout d'abord. Comment? Alors, oui. Hein? Ah. Non.
Non, est-ce que tu peux me répondre? Je dis non. Donc Non, ta quoi. maman ne cuisine pas, c'est ça? Où est la place de ta maman? C'est ça que je voulais savoir. Non. J'ai dit non. Ok, j'ai compris que c'est pas dans la cuisine, c'est ça? Hein? Vous avez dit que la place de ta maman, je mélange les vous et les tu là. Vous avez dit que la place de votre maman n'est pas à la cuisine. Oui. C'est ça? Oui. Donc voilà, j'imagine que votre maman, elle travaille. Oui. Ben voilà, et donc déjà, si la réponse est là, je n'ai pas besoin de répondre. Les femmes aujourd'hui, elles ne sont pas juste à la cuisine et les hommes ne sont pas juste au travail. Il nous faut les hommes dans la cuisine et les femmes au travail. Et tous les deux, où ils veulent aller en fait. Oui. Ce qui est important, je voulais vous dire, c'est les choix. Avoir les choix. Parce qu'avant, il n'y avait pas ces choix. Avant, on disait que les femmes étaient dans la cuisine et les hommes au travail. Les hommes étaient à la chasse et les femmes à la maison. Aujourd'hui, on a les choix. Si la femme veut rester à la cuisine parce qu'elle adore cuisiner, parce qu'elle adore s'occuper de sa maison et sa position financière lui permet de faire ça, tant mieux. Mais si elle veut travailler, aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à l'accueillir. Merci Renata. Oui, vous pouvez l'applaudir. Le message est important. Ah, on a une question juste là, s'il vous plaît. Et là aussi. On va donner la parole aux filles. Bonjour. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, on t'entend bien. Ok, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'était en fait, on est accepté partout, mais ça sert à quoi d'y aller si on est moins payé que les hommes? Ah, ça c'est une bonne question. Très bonne question. D'ailleurs, il faut aller dans votre Un peu de silence, s'il vous plaît. Pardon? Un peu de silence, merci. En fait, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Et il ne faut pas se laisser aller là où on paye moins les femmes que les hommes. Aujourd'hui, il y a une loi en France qui a commencé avec la loi Pénicaud. Maintenant, c'est la loi d'équité salariale qui mesure les entreprises et les entités comme les vôtres, les écoles et tout ça, sur justement l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi comme on le faisait avant. Donc déjà, si vous venez dans un interview, un entretien, dans un embauche, soyez clair que vous voulez gagner la même chose que les hommes, que vous n'allez pas accepter de gagner moins, parce que la loi vous permet de faire ça. Et aujourd'hui, les entreprises, elles sont toutes en train de mettre en place des mesures pour diminuer cet écart. Donc chez Engie, juste pour que vous sachiez, si vous voulez venir travailler chez Engie, vous êtes très bienvenus. Chez Engie, nous avons un objectif extra-financier. Donc ça veut dire on est audité. Il y a des entreprises qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait en entreprise. Donc on a mis un objectif, on a communiqué ça dans le marché, d'arriver à moins de 2% d'écart salarial entre les salaires des femmes et des hommes de même niveau. Nous sommes déjà à 1,75. Et donc, on veut arriver à 0 si c'est possible. Mais ça, c'est un objectif déjà affiché et nous sommes justement vérifiés tous les ans pour voir si on l'applique. Donc, ce n'est pas qu'Engie, toutes les entreprises sont dans cette démarche aujourd'hui. Et vous, en tant que fille, ne vous laissez jamais aller dans des endroits qui vous payent moins qu'un garçon. Merci. Dans la recherche publique, à qualification égale, on est payé exactement pareil. Donc là, tu as eu le cas du privé et dans le public, voilà, la question ne se pose pas du tout. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour Sabrina. Pourquoi vous vouliez devenir vétérinaire à la base ? C'est une bonne question, surtout que j'étais allergique aux poils de chien, de chat, aux plumes, aux foins, etc. Donc, un peu comme Frédéric, j'étais aussi d'un milieu relativement modeste et mes rêves, je les ai grandis avec la télé et j'avais envie de travailler sur la faune sauvage à l'extérieur, pas forcément avec des animaux de compagnie, mais de travailler avec
des animaux dans l'environnement et si possible loin, de rencontrer d'autres cultures. J'avais par contre des grands-parents qui, dès qu'ils avaient un petit peu d'argent, essayaient de voyager et d'aller rencontrer d'autres personnes. Et donc à l'époque, on montrait des photos, pas sur des portables, mais parfois en diapo. Et ça m'avait donné vraiment envie de voyager et de découvrir le monde, et pas uniquement le monde humain, mais le monde en général. Voilà, et donc la façon d'y rentrer, ça a été les études vétérinaires, parce que mes parents justement me disaient mais il faudra que tu gagnes ta vie, et donc ça te fera toujours une roue de secours, et donc ça a été un peu comme une étape. Je me suis dit je fais veto et après on verra si je peux aller plus loin. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être avant de passer au quiz? Oui. Aux deux jeunes filles, juste là, s'il vous plaît. Ah, il y en a une aussi là-haut, pardon. Bonjour. À titre indicatif, c'est pas trop indiscret, Madame Spada, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de combien vous gagnez à peu près? Ça, je ne vous dirai pas. Désolée. Est-ce que dans votre entreprise, les hommes et les femmes, ils sont payés de la même manière? Oui. C'est ça que je disais avant. On fait d'une sorte que les femmes et les hommes soient payés dans le même niveau quand ils ont la même ancienneté et les mêmes compétences. Parce que les salaires, juste pour que vous puissiez comprendre, dans les entreprises, ça dépend de l'ancienneté, comme vous. On gagne plus on est senior parce qu'on acquiert des expériences qui sont chères à l'entreprise. Et aussi par compétences. Il y a des compétences qui sont plus rares, qui sont meilleures, qui sont mieux payées que d'autres. Donc la science, par exemple. Et aussi en fonction des responsabilités que tu acceptes de prendre. Si tu fais ton travail dans ton coin tranquille et que tu n'as pas d'équipe, peut-être tu gagneras moins. Mais si tu es prête à prendre des responsabilités, là, peut-être ton salaire augmentera. Donc, il y a aussi des moyens de s'investir et du coup de gagner plus d'argent si tu le veux. Il est proportionnel au risque que tu prends, en fait. Plus tu prends des risques dans l'évolution que tu as professionnelle, plus tu gagnes. Je peux te dire que je prends beaucoup de risques. Donc... Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance au tout début. Vous êtes vraiment construit votre carrière et votre position aujourd'hui. Exactement. Et il faut faire les gens... D'abord, il faut soigner sa propre confiance, mais il faut soigner la confiance des autres chez toi. Et ça se prend avec les temps. Merci. Merci à toi. Il y a encore une dernière question et après on passera au quiz. Bonjour. C'était pour demander, vu que votre parcours n'a pas été linéaire, est-ce que la longueur de vos études, ça vous a déjà découragé? Alors pour qui? Pour n'importe laquelle d'entre vous. Parce que... Edith? Frédéric? Je commence non jamais. Et là, aujourd'hui, si je pouvais reprendre des études, je pense que j'adorerais. Parce que, en fait, j'adore étudier, j'adore apprendre, je suis curieuse. Donc... Non, alors après, c'est pas simple, parce que moi, à mon époque, quand j'ai fait ma thèse, il n'y avait pas de financement. Donc, en même temps, il fallait que je trouve des petits boulots pour financer mes études qui étaient longues. Donc, c'était pas forcément simple, mais non, les études, c'est quand même... moi, j'adore ça. Oui, c'est vrai que c'est quand même une question qui se pose. Moi, je rigole souvent avec mes amis en leur disant que je vais probablement passer des études à la retraite directement. Mais en fait, je rebondis un peu sur ce que vous dites, c'est que en fait, ce qui est fantastique, c'est que moi, je suis à un âge encore aujourd'hui où le savoir, il est à portée de main. Il y a plein de personnes qui sont là pour me l'expliquer. J'ai accès à des cours. Et en fait, on se rend compte aussi, en grandissant, quelle richesse c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir d'avoir l'occasion en fait d'avoir des structures qui nous permettent d'apprendre et de continuer toujours à se former. Et en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et je pense que même quand j'aurai concrètement un métier à proprement parler, je vais continuer de me former parce que c'est quelque chose qui me plaît en général. Merci. Je voudrais compléter une chose, parce que en fait, les études, quand vous êtes lycéen, lycéenne, ça paraît quelque chose de lourd, non, quelque chose, c'est du travail. Moi, je voulais m'amuser, aller dans des soirées. Mais en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière et que vous faites ce que vous aimez, vous avez bien dit ça, c'est un plaisir étudier. C'est vraiment un plaisir. Moi, je ne vais jamais m'arrêter non plus.
et vous allez voir ça au fur et à mesure que vous avancez dans votre passion. Donc c'est pour ça qu'il faut identifier votre passion aussi. Comme ça ne va pas être lourd, hein, n'est-ce pas? Amusez-vous surtout quand vous trouvez une passion, vous pouvez en faire un travail et c'est là en fait où vous pouvez faire autant d'études que vous voulez, ce sera toujours une richesse, un vrai plaisir d'y aller. Même travailler très dur, ce ne sera même pas un sacrifice, ça sera un plaisir, vous verrez. Merci. Merci à vous en tout cas pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou on passe au quiz? Il y a une toute... Alors, 2 questions encore. C'est important, oui. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour Sabrina et Frédéric. Pourquoi avoir pris les recherches et les sciences? C'était une passion ou juste quelque chose qui vous avait plu au début? Alors oui, moi c'était quelque chose qui vraiment me motivait. J'avais envie de faire ça. Après, je ne savais pas si j'avais les capacités. Je n'étais pas particulièrement bonne en maths, en physique, en chimie, mais j'aimais la biologie et j'aimais en fait ce qui était dans la nature. Et donc j'avais envie de comprendre, d'aller un peu plus loin et de me dire que peut-être un jour, ce qu'on m'apprenait, ce serait à mon tour, à moi, de le transmettre. Et c'est aussi ça qui est assez extraordinaire dans notre métier d'enseignant-chercheur, hein, et pas juste de chercheur, c'est qu'il y a ce retour vers les autres. Et comme le disait Frédéric, on aurait envie de toujours apprendre, mais on a aussi envie de partager ce que nous-mêmes, on a découvert. Et ça, c'est aussi quelque chose de très gratifiant que vos professeurs probablement ressentent aussi. Voilà, donc... pour ma part, c'était vraiment une motivation. J'avais envie de faire ça. De mon côté, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire de la recherche. Alors, c'était très flou dans ma tête, hein, faire de la recherche, surtout que j'avais que des modèles de télévision, donc c'était pas vraiment... mais voilà, j'ai envie d'apprendre, je suis curieuse, mais envie d'apprendre, pareil, plutôt après le lycée. Moi, c'est vraiment à l'université que je me suis découverte. Mais voilà, cette curiosité. Et j'ai fait autre chose que d'être chercheur à un moment. Et je me suis ennuyée, ce n'était pas fait pour moi. En fait, voilà, je pense que c'est plus ma voie ou ce pourquoi je suis faite, d'apprendre, de faire de la recherche, de réfléchir, de passer beaucoup de temps sur un sujet. Et ce qui est intéressant, c'est, pour moi en tout cas, n'importe quel sujet, du moment qu'on s'y penche, et qu'on y met un petit peu d'attention, n'importe quel sujet devient intéressant. Moi, j'ai des collègues, quand Sabrina me raconte ce qu'elle fait, je me dis oh, je vais être primatologue. J'ai des collègues qui me racontent comment, à partir d'une dent d'un homme préhistorique, ils peuvent retracer toute sa vie. Je me dis, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Et en fait, moi, voilà, c'est cette espèce de curiosité qui m'anime. Alors, ce qui peut vous rassurer, vous voyez, dans les parcours, c'est que il n'est pas forcément nécessaire d'être très bon au lycée, d'être bon dans les matières scientifiques ou autre. Finalement, c'est après. Il y a quelque chose qui se passe après, lorsque vous choisissez vraiment votre voie et votre thème, où il y a un déclic qui peut se mettre en place. Vous pouvez devenir extrêmement doué sur un sujet, tant que vous vous lancez dedans à fond et que vous l'aimez, ce domaine. Ça a répondu à ta question? Oui? Oui, merci. Super. Je crois qu'il y a des questions de ce côté-là aussi. Oui? Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Vous aviez parlé des stéréotypes que vous aviez rencontrés lors de vos études supérieures, mais est-ce que indirectement, ça n'a pas été un moteur dans le sens où, si on vous dit que vous n'en êtes pas capable, ça va vous motiver à, au contraire, prouver l'inverse? Du coup, pourquoi les dénoncer après? Ça dépend de la personne. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont ces caractères? Moi, c'est mon caractère. Si quelqu'un me dit c'est impossible, c'est là que je vais aller. Donc, moi, j'aime les choses complexes. J'aime me donner des défis, mais ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Et ce qui est dommage, c'est qu'on perd la moitié de la population qui, quand quelqu'un les dise c'est pas possible, ils s'arrêtent. Donc, ce qu'il faut, c'est dire à tout le monde que tout le monde peut arriver. Donc, pas tout le monde a ces caractères, malheureusement. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Je ne sais pas vous.
Oui, moi c'est la première question en fait, c'est un peu ce que j'ai répondu à Chloé, c'était le fait de devoir montrer que j'étais capable de le faire. Peut-être aussi, comme je disais, quand j'ai fait veto, en étant allergique à plein de choses, etc., et où mon médecin m'avait dit, il y a un métier qu'il ne faut pas faire, c'est vétérinaire, pourquoi pas. Enfin, voilà, il y a d'autres voies, on n'est pas obligé d'avoir le nez dans les poils de chien pour être vétérinaire, il y a plein d'autres choses que le métier de vétérinaire offre, donc je peux le faire, et je peux le faire différemment. Donc oui, peut-être que c'est un peu par challenge et puis de se dire voilà, je veux pas qu'on me dise que c'est pas possible. Je veux montrer que si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Mais effectivement, c'est pas une raison pour mettre des obstacles aux gens et leur dire que c'est pas possible de le faire. Après, chacun son tempérament. Une autre question? Oui. Bonjour, c'est M. Boganmi, prof d'SVT à Blanqui. En fait, moi, je voulais rajouter des choses parce que il y a un moment, par moment, Gérard Chazal a rédigé un livre qui s'intitule Les femmes et les sciences. C'était en 2015, dans lequel il a bien démontré philosophiquement comment on peut dépasser les obstacles idéologiques, les obstacles religieux et sociaux pour aller au-delà de mettre les femmes à l'écart de la science. Et ça, je crois que toutes les jeunes filles qui sont là, n'ayez pas peur de la science, foncez et vous allez voir que c'est un plaisir d'aller dans un laboratoire ou bien dans une université ou bien voyager comme le font les chercheuses ici. Et c'est très intéressant donc de partager cette petite, votre expérience déjà avec nos élèves et avec nous aussi. Et ne pensez pas surtout à l'argent. C'est un autre obstacle qu'on peut l'éviter pour le moment. Plus tard, vous verrez que ça va de soi. Hein? Voilà, donc c'est pour ça. Merci beaucoup. C'est très important aussi que les professeurs accompagnent les jeunes filles et ces jeunes hommes dans cette voie, donc merci pour ça. Une autre question? Non? On passe au quiz? Allez, on passe au quiz. Alors, c'est la Fondation C'est Génial qui vous a préparé ce petit quiz. Je vais leur passer la main. Ok, donc aujourd'hui, on se réunit pour parler de la mixité de genre dans les sciences et l'industrie. Et nous, on est là puisqu'on travaille avec la Fondation C'est Génial, qui est une fondation qui, à travers un programme d'action, cherche à vous présenter, à vous, les jeunes, les filières scientifiques et les métiers qui sont associés. Donc les métiers scientifiques, de l'industrie et du numérique. Et aujourd'hui, on intervient pour un petit quiz, atelier, débat autour de la mixité de genre. Donc pour ce faire, on utilise un outil qui s'appelle WooClap. Donc on vous laisse du coup scanner le QR code qui est juste ici, avec votre petite connexion Wi-Fi que vous avez rentrée normalement. Et dès que j'ai votre go, donc là j'ai 12 participants, n'hésitez pas à vous mettre dessus. On fait cette petite question préliminaire pour voir si vous arrivez tous à vous connecter. Et là, c'est un peu impressionnant puisqu'on a tous vos objectifs vers nous. Ouais. Et ça ressemble à un cauchemar. Ok, on est à 33 connexions. Est-ce que ça va? Vous n'y arrivez pas ou... Ça marche. Ah. C'est bon, ça marche. Ok. Ça marche pas pour tout le monde? C'est quoi? C'est le réseau que vous n'arrivez pas à avoir? Vous avez tenté avec le code Wi-Fi tout à l'heure? Pour se connecter. Et alors, il vous met pas? Alors, on patiente un tout petit peu. C'est le temps en fait qu'avec la connexion Wi-Fi ici dans la salle, vous puissiez avoir tout qui se charge. Comme vous le faites tous en même temps pour la première question. Oui? Le QR code. Le QR code. Ben, je suis repartie. Est-ce que le Wi-Fi, c'est bon? Tout le monde, c'est bon? Ok, on peut repasser sur le QR code. Allez, on est à 70 personnes. Donc, je vais lancer la question. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes motivés pour faire ce quiz avec nous? Et allez-y, on vous laisse répondre sur vos téléphones directement.
Ok, c'est le Wi-Fi qui doit être un petit peu en peine. Oui, bah oui, le temps est écoulé. D'accord. C'est un problème technique. Super. Oui, c'est anonyme, totalement anonyme. Bon, bah, il y a des questions après, on essaiera de les faire fonctionner si le Wi-Fi veut bien fonctionner. Ok, si jamais ça ne marche pas sur WooClap, bah, on va le faire à l'ancienne. Ok. La main levée. Ouais. Ok. Donc, vous l'avez entendu de plusieurs fois avec les intervenants de tout à l'heure, le mot mixité. Aujourd'hui, on est là pour parler de mixité de genre. La mixité de genre, c'est le caractère d'un groupe, d'une équipe, d'un établissement scolaire comprenant des personnes des deux sexes. Donc, en fait, c'est le fait que dans un même groupe, il y ait à la fois des hommes et des femmes, des filles et des garçons. Ça pourrait s'appliquer, par exemple, à notre groupe aujourd'hui. Donc, j'ai une question pour vous et on va voir si ça marche. Selon vous, à partir de quel pourcentage on considère que la mixité de genre est atteinte? Alors là, normalement, vous êtes sur votre interface WooClap et je vais lancer la question. Je te laisse le QR code. Allez, je lance la question. Ça marche? Là, ça passe. Ouais. Allez, yes. Super. Donc, est-ce que c'est à partir de 1%, à partir de 25%, à partir de 40% ou de 50%? On a une majorité de 50% qui se crée. Ok. Les votes sont bloqués. C'est bon. Merci pour vos réponses. Alors, la bonne réponse est à partir de 40%. Donc, à la base... Ouais, bravo à vous. Les autres, vous n'étiez pas très loin, vous en faites pas. 40%, pourquoi? Donc, de base, c'est accepté par convention. Et depuis 2020, il y a des lois qui commencent à passer auprès du gouvernement qui officialisent ce taux de 40%. 40%, ça veut dire soit 40% de femmes, soit 40% d'hommes. 50%, ce n'est plus de la... Enfin, alors, c'est de la mixité, mais c'est également de la parité. C'est égal. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était cette notion de mixité de genre, eh ben, on va se concentrer sur le thème aujourd'hui qui est du coup l'industrie et le monde des sciences. Et pour ça, on passe à la seconde question. Pour vous, combien de femmes travaillent dans l'industrie en France en pourcentage? Alors vous vous remettez sur votre petite interface WooClap et je vais lancer la question. Alors c'est parti. On a un chrono de 20 secondes, donc soyez vives et vifs. Vous n'êtes pas nombreux autour des 50%. Hein. Ouais, vous n'avez pas beaucoup d'espoir en la mixité dans l'industrie. Ok, alors le vote est bloqué et vous avez été une majorité à répondre en dessous de 30% et vous avez raison. Il y a entre 27 et 29% de femmes travaillant dans l'industrie. Ça dépend des années. Et ce qui est important de préciser, c'est que ce chiffre ne bouge plus depuis à peu près les années 90. Donc ça fait une trentaine d'années qu'en fait, on n'a pas d'augmentation. Enfin voilà, ce chiffre stagne. Pour aller un peu plus loin, on peut vous dire que ce chiffre-là, c'est une moyenne, mais que par exemple, si on l'observe du point de vue des métiers techniques, donc dans l'industrie, il y a 10 à 15% de femmes qui exercent un métier technique. Si on prend un autre type de métier, par exemple un poste de direction, eh ben, il y a seulement 15% de femmes qui ont un poste de direction dans l'industrie. Et on peut vous parler aussi de la disparité des chiffres en fonction des secteurs d'activité. Donc, par exemple, là, dans la métallurgie, on retrouvera 21% de femmes, alors que dans des industries comme la pharmaceutique ou la cosmétologie, eh ben, là, on aura beaucoup plus de femmes. Voilà, donc ce chiffre varie en fonction des secteurs et des types de postes. Ok, donc maintenant qu'on est à peu près tous au fait de ce que c'est que la mixité de genre et comment on l'atteint, et que visiblement dans l'industrie, on a encore un sacré sujet pour atteindre ce seuil des 40%, on va se demander ensemble pourquoi il y a si peu de femmes finalement dans l'industrie aujourd'hui. Alors, il y a une idée qui circule depuis quelques siècles, qui commence enfin à tomber un petit peu, mais c'est le fait que les filles, par exemple, seraient nulles en sciences, moins douées que les garçons. C'est complètement faux. Bien évidemment, nos cerveaux, par exemple, sont faits exactement de la même façon.
On développe des compétences cognitives de notre naissance à nos 5 ans. Donc, c'est les compétences cérébrales qui vont vous permettre après de faire des choses basiques de la vie, mais aussi des mathématiques. Et bien que vous soyez un garçon ou une fille, elles se développent de la même façon. Donc, ça veut dire qu'on a tous les mêmes compétences et que nos cerveaux ne sont pas câblés plus pour faire des sciences ou de l'art en fonction de notre genre. Quelque chose qui prouve ça, c'est que par exemple, à l'école, actuellement, vous avez tous le même programme scolaire. Il n'y a pas de disparité entre un programme pour les filles ou les garçons. À l'époque où on croyait vraiment le fait qu'on avait des cerveaux différents, c'était le cas. Et d'ailleurs, pour nuancer en plus tout ça, au baccalauréat, il s'avère que les filles ont tendance à avoir des meilleurs résultats que les garçons. C'est le cas dans toutes les matières, et notamment au bac scientifique. Donc là, c'est des chiffres qui sont basés sur l'ancien mode de bac, mais c'est un fait qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc elles sont par exemple 35% à obtenir une mention bien ou très bien au bac scientifique, là où les garçons vont être plutôt autour de 29%. Vous voyez qu'il y a un écart. L'écart, il n'est pas drastique non plus. Ça prouve bien que finalement, on a tous la même capacité à faire des sciences. Donc après cette phrase qui pourrait expliquer le nombre de femmes travaillant dans l'industrie et les sciences, une autre affirmation, ça pourrait être, mais en fait, les femmes ne sont jamais intéressées au secteur scientifique et industriel. En fait, on en a entendu parler. Les femmes, elles aiment les métiers du care, de s'occuper de l'autre, etc. Alors pour ça, on va vous refaire travailler un petit peu. Et on va du coup vous demander de vous mettre sur votre interface WooClap et de nous citer une femme scientifique. Sauf Marie Curie, parce que c'est de la triche, c'est une superstar et que vous allez tous la dire. Et sauf nos intervenantes du jour, parce que quand même, là aussi, ce serait un peu de la triche. Là, je vous ai donné 30 secondes, je crois. Donc, je ne vous fais pas réfléchir plus longtemps et je lance la question. Donc là, n'hésitez pas à remplir du coup la petite question ouverte et on verra vos résultats s'afficher. Sauf que je vois que vous n'avez pas beaucoup... Ah, Olympe de Gouges, d'accord. Roselyne Franklin, Ada Lovelace, super. Alors moi, Isabelle Couchot, j'ai pas. Maria Montessori, oui, pourquoi pas. Alors Lavoisier, c'est vrai qu'on connaît le Lavoisier, mais sa femme était particulièrement au fait des recherches. Valérie Masson-Delmotte, super. Ok. Bon, okay. D'accord. On a un je sais pas aussi, c'est honnête, merci. On a des petits blagueurs dans la salle, mais on a aussi quelques vraies réponses. Je vais reprendre votre attention. On a parlé tout à l'heure, enfin vous avez parlé lors de la table ronde de la représentation des femmes scientifiques pour vous donner en tant que jeune fille des représentations, des rôles modèles. Et pour ça, en fait, valoriser des images de femmes scientifiques actuelles, anciennes, etc., c'est un peu la mission qu'on s'est donnée. Donc, par exemple, là, vous avez Nina Tandon. Oh, pardon. C'est elle qui a créé le tendon, mais tu sais pas si bien dire, c'est pas très loin. Donc c'est une ingénieure biomédicale américaine. Donc elle travaille actuellement, elle a monté une société. Elle a créé quelque chose, enfin elle a aidé à créer quelque chose de super important pour la médecine et l'enjeu de la médecine pour ces prochaines années. C'est tout simplement la fabrication, la construction d'os. Voilà, pour tous les patients qui ont des problèmes liés avec la reconstruction osseuse, eh ben, elle a développé une technologie à base de cellules souches. Je pense que vous avez tous un petit peu en tête ce que ça peut être la cellule souche, alors pas spécifiquement, enfin pas dans le détail, mais voilà. Elle a, avec cette technologie, reçu de nombreuses récompenses. Et à la base, c'était du coup une technologie applicable aux os, mais là, en fait, c'est carrément en train d'être décliné sur la reconstitution d'organes, dont des cœurs. Voilà, donc Nina Tandon, un exemple que vous pouvez aller googler. Une autre que vous n'avez pas citée et qui pourtant est une femme qui a inventé une technologie qui vous a peut-être plus servi que ce qu'a inventé Nina Tandon aujourd'hui. Vous l'avez peut-être utilisée pour venir ici même. Gladys West, c'est une femme qui, dans les années 50, était mathématicienne et amirale à la US Navy. Et c'était une des 4 employés noirs de l'époque. Il n'y en avait que 4 à ce moment-là. Donc, si vous arrivez à vous projeter un peu dans un contexte où être une femme noire, c'était pas facile d'accéder à des postes, et ben c'est elle qui a inventé le GPS.
très simplement et modestement. Je vous parle du GPS, mais des inventions et des contributions scientifiques, elle en a une pléthore. Elle n'a jamais arrêté, puisque elle a pris sa retraite dans les années 90, mais en 2000, elle refaisait un diplôme. Justement, on disait tout à l'heure qu'il y a des fois où ça ne s'arrête pas quand on le peut. Et actuellement, elle est en train d'écrire ses mémoires. Donc quand ce sera publié, je vous invite grandement à les lire et même à vous renseigner dès à présent sur cette femme qui a un parcours qui n'était pas linéaire et qui est absolument inspirant. Et un dernier modèle. Quelqu'un d'autre, Chiara Nirghin, à 16 ans, elle a contribué à inventer un polymère qui permet de lutter contre la sécheresse en Afrique. La sécheresse, c'est un désastre qui est écologique, mais qui est aussi humain, puisque ça entraîne de la famine. Et elle a permis d'inventer un polymère qui aide le sol à être plus absorbant et donc à favoriser les cultures. À 16 ans seulement, et c'était en 2020. Hein. C'est pas quelque chose que je vous parle qui remonte d'il y a 30 ans. Donc c'est ce que disaient tout à l'heure les intervenants que vous avez écoutés aujourd'hui. Quand on veut, on peut, et il n'y a même plus de notion d'âge. Elle n'a pas attendu d'avoir 40 ans et des années d'études derrière elle pour pouvoir essayer d'agir et d'être constructif. Donc voilà, ça c'est un tout petit panel des femmes scientifiques qu'on peut vous proposer, mais du coup c'est pour vous inciter à aller rechercher plus et pouvoir la prochaine fois citer au moins un nom. Enfin, déjà vous en avez donné quelques-uns, mais en plus. On vous en présente 3, mais vraiment, ouais. On peut pas les compter, le nombre de femmes qui contribuent à la science. C'est juste que spontanément, vu qu'on en parle moins, les noms vont moins vous venir. Mais renseignez-vous, c'est passionnant. C'est ce qu'on appelle avoir besoin de représentation. Alors, on revient à notre problématique. Pas assez de femmes en tout cas peu de femmes, pas assez c'est un jugement, mais peu de femmes dans le monde de l'industrie et des sciences. Alors, peut-être une des causes, ce serait que les femmes ne sont pas recherchées, ne sont pas recrutées par les entreprises dans l'industrie. Bon, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un avis, une idée là-dessus? On vous réinvite à retourner sur WooClap pour nous répondre. Donc je vous laisse, normalement vous avez tous, il n'y a plus personne qui a besoin de reprendre le QR code. Et je lance la question, là c'est un oui-non très bête et méchant, mais ça peut vraiment être une cause pour expliquer ce manque de représentativité des femmes dans ce secteur. Ok, alors c'est une majorité de oui. Donc ça voudrait dire que les entreprises ne font pas l'effort ou ne vont pas rechercher les profils féminins. Ça va un peu à l'encontre de ce que Renata vous disait pour la Fondation Engie. Et alors, est-ce que Engie est une exception? En fait, pas tellement. Si on se penche sur les chiffres, on a des industries avec la mixité de genre atteinte, comme là l'industrie de l'agroalimentaire qui recrute, qui fait travailler 43% de femmes sur son effectif total. Donc ça, c'est des volontés politiques des entreprises pour justement recruter autant de femmes que d'hommes. On a un autre chiffre, c'est plus 130% d'augmentation de recrutement de femmes dirigeantes dans le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est une augmentation en hausse. C'est un chiffre, entre 2005 et 2015, il y a eu une augmentation de plus 130% de femmes à des postes de direction dans le secteur de l'énergie. Donc le secteur de l'énergie, ça peut être dans des entreprises comme Engie, EDF, des choses que vous connaissez tous. Et un dernier chiffre qui là correspond du coup à notre partenaire du jour, à notre hôte du jour, la Fondation Engie, c'est qu'il y a un objectif d'emploi de femmes sur des postes de cadre d'ici à 2030 au sein de l'entreprise Engie. C'est une augmentation c'est aller jusqu'à 40%, d'accord, de femmes sur des postes de dirigeantes. Donc ça, pareil, c'est des volontés politiques qui sont discutées dans les entreprises pour essayer d'aller rechercher des femmes pour travailler sur des postes techniques comme sur des postes de dirigeants. Je voulais juste dire une chose, on a aussi un objectif de recrutement, parce que là c'est l'objectif de part des femmes, mais on a un objectif de recrutement des femmes dans les bonus des dirigeants. Ils sont évalués par les recrutements qu'ils font des femmes dans l'entreprise. Ah. Vous avez compris cette précision? Donc ça veut dire que les recruteurs peuvent se faire valoriser sur leur salaire? Ah. Ok. Donc c'est des challenges en fait pour les personnes dans les entreprises de recruter des femmes. Donc du coup cet argument il fonctionne pas trop.
Ok, donc pourquoi il y a si peu de femmes dans l'industrie aujourd'hui? On est d'accord sur le fait que c'est pas parce qu'on aurait des capacités différentes en fonction de nos genres. On a prouvé à travers la table ronde d'avant et les portraits qu'on vous a présentés que l'industrie, ça intéresse les femmes et qu'en plus, l'industrie s'intéresse aux femmes également. Comment ça se fait et comment on pourrait expliquer le manque de femmes qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie? Alors, est-ce que ça vous parle? Une ébauche de réponse. Est-ce que ça vous parle l'effet Mathilda? À main levée, là. À main levée, ouais. Ok. Donc, l'effet Mathilda, résumé synthétiquement, résumé de cette manière, c'est le déni, la minimisation ou l'appropriation du travail réalisé par des femmes scientifiques. Donc ça, c'est une historienne des sciences qui est allée chercher un petit peu dans l'histoire des découvertes scientifiques et qui s'est rendu compte que de manière assez systématique, des femmes, des hommes avaient s'étaient appropriés des recherches faites par des femmes. Donc elle a baptisé ça l'effet Mathilda. Et donc l'effet Mathilda, ça peut là, du coup, avoir des conséquences peut-être sur les sciences. En tout cas, là, il y a des exemples en sciences, mais on trouve des exemples ailleurs. Je vous laisse lire cet article, ce titre d'article. Donc, Rafael Nadal devient le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem après sa victoire à l'Open d'Australie. Donc, vous suivez peut-être le tennis. Rafael Nadal, c'est assez connu. Est-ce que quelqu'un peut en fait trouver ce qui ne va pas dans ce titre? Est-ce que vous voyez quelque chose qui attire votre attention? Oui. Alors, là, j'ai entendu, c'est Serena Williams, le joueur, la joueuse la plus titrée. Effectivement, vous venez de mettre en lumière quelque chose. C'est pas du tout Rafael Nadal, le joueur le plus titré. C'est Rafael Nadal, le joueur masculin le plus titré de l'histoire des grands chelems. Là, en fait, l'utilisation du masculin dans notre langue française, comme, pour généraliser le féminin et le masculin, en fait, a inconsciemment invisibilisé les femmes qui, pourtant, ont plus de titres, Margaret Court, Serena Williams, Steffi Graf, qui ont plus de titres que Rafael Nadal au Grand Chelem. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu la mécanique un peu insidieuse qui peut expliquer cette invisibilisation qu'on peut caractériser avec l'effet Mathilda? Donc ça peut être un élément de réponse. Ouais. Et l'invisibilisation, la conséquence qu'elle a, c'est que justement, on parlait tout à l'heure de la notion de rôle modèle. Si je ne vois personne qui me ressemble, qui fait un métier, c'est beaucoup plus difficile de se projeter dans l'idée de le faire. Et là, on parle de modèle féminin, mais les intervenantes le précisaient très justement tout à l'heure, c'est pareil pour les hommes, ça marche dans les deux sens. Si je vois très peu d'hommes qui sont sages-femmes, à quel moment je me dirais que c'est légitime pour moi de le faire? Donc ça a une double pénalisation. Donc voilà, pour expliquer un petit peu ce constat, on recentre. Donc peut-être cet effet Mathilda. Peut-être autre chose? Alors oui, je vais vous parler des stéréotypes de genre. Tu as sauté quelques slides. Ouais, c'est pas grave. Donc les stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre, est-ce que à main levée ça vous parle? Vous avez déjà entendu, ça a été évoqué tout à l'heure pendant la table ronde. Non, oui, c'est si vous levez la main si vous avez déjà entendu le mot stéréotype de genre et vous comprenez ce que ça veut dire. Ok, merci beaucoup. Donc, au cas où, pour ceux qui ne lèvent pas la main, un stéréotype de genre, ça va être une idée préconçue, un préjugé qui est erroné, bien sûr, qui repose sur l'identité de genre qui va se diffuser à travers la société. On va en voir quelques-uns qui sont hyper intéressants sur la slide juste après. Et comme vous allez le voir, ça se propage dès l'enfance. C'est quelque chose auquel on est tous sujets. Il n'y a personne qui peut y échapper, on vit en société. Est-ce que vous avez déjà vu ces boîtes de jeux? Chez vous, dans un magasin, vous avez forcément croisé quelque part des boîtes de jeux comme ça. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il constate sur ces boîtes de jeux? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux éventuellement?
Ok, je vais juste répéter du coup ce que tu viens de dire pour que tout le monde puisse entendre. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un côté, c'est des sciences dures avec des représentations de garçons, et d'un autre côté, des sciences comme la cosmétique, ou la cosmétologie et des filles. Ok. Merci. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Oui. Ok, donc les couleurs, les filles roses et les garçons bleus. Ok. Il y a un dernier élément que j'aimerais entendre. Oui. Je t'entends pas du tout. Il y a plus d'hommes sur les photos? Oui, oui, il y a plus de garçons sur les photos. Oui, oui, puisqu'en bas, quand il y a des filles, il y a des garçons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire? Regardez les attitudes des enfants sur les boîtes. Donc, on est d'accord sur le fait que, si tu passes la slide d'après, c'est encore plus flagrant. Là où les garçons vont faire de la botanique ou de la biosphère, les filles vont faire du jardinage. Donc, on pratique la science de la même façon, mais elle ne porte plus le même nom tout d'un coup quand on est un garçon ou une fille. On est d'accord qu'il y a des couleurs. Le bleu, c'est pour les garçons, le rose, c'est pour les filles. Et si vous regardez les attitudes donc sur la slide précédente et celle-là des enfants, les garçons, quand ils font de la science, ça explose, ça en met partout, on se tâche, on se marre. Les filles, elles ont des jolis chapeaux de paille ou des petites serviettes sur la tête et des concombres sur les yeux. C'est calme, c'est tranquille, c'est propre. Oui, tu lèves la main? C'est hyper juste ce que tu viens de dire. C'est hyper juste et c'est très important. Votre camarade juste ici, il a dit qu'en plus sur les boîtes, il n'y a pas de représentation d'ethnie, on voit que des personnes blanches. Donc là, c'est encore un autre sujet qui est hyper important. Aujourd'hui, on parle de mixité de genre et pas de mixité sociale, mais c'est un sujet qui mériterait qu'on prenne autant de temps que ce qu'on a pris aujourd'hui pour en discuter. Merci de ta réflexion. Donc, comme vous le voyez, on a un gros problème de représentation, de différence de représentation entre les garçons et les filles. Et les quelques fois où ça marche, où les filles elles vont avoir de la science un peu plus fun, elles sont accompagnées d'un garçon sur les boîtes, parce que finalement, une fille, ça peut peut-être pas faire de la science comme un garçon toute seule. Il y a une boîte qui marche bien à la fin. Si vous regardez sur celle-là, en bas, à droite, ça, elle est plutôt pas mal, celle-là. Donc, comme quoi, en plus, on sait le faire. On peut le faire. Donc, il y a un manque d'effort. Et donc, ça, les conséquences que ça a, en fait, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Vous achetez une boîte de jeux, vos parents vous achètent une boîte de jeux. Il n'y a aucune mauvaise volonté derrière de vous orienter ou quoi, mais c'est des choses qui vont rentrer dans notre crâne. Là, c'est un exemple. Il y en a des milliers sur la façon dont ce genre de choses, derrière, elles vont former notre façon de penser. Et au moment de s'orienter, au moment de faire des choix, de se dire j'en suis capable ou pas, tout ça, c'est quelque chose que vous avez en vous. On parlait de l'effet Mathilda tout à l'heure qui invisibilise des femmes scientifiques, qui empêche d'avoir certaines représentations pour avoir des exemples. Mais on pourrait aussi refaire le jeu qu'on a fait là, avec Trouver une femme scientifique, en trouvant un personnage de film, de BD, etc., scientifique femme. Bah ça, cherchez aussi de votre côté. Dans des films, etc., c'est beaucoup d'hommes, en fait, les modèles qu'on nous met dans la tête. Voilà. Donc, du coup... Hop, pardon. Comment on fait évoluer la situation maintenant? C'est un petit peu l'enjeu. Alors, des journées comme aujourd'hui, des moments d'échange ensemble avec du coup, des modèles pour parler aux filles comme aux garçons, mais aussi du coup entre vous et à l'école, en classe. Quelques conseils, comme penser à inclure des exemples féminins dans vos exposés. Essayez d'aller peut-être passer un petit peu plus du temps sur Google pour faire vos recherches, pour essayer de trouver une représentation féminine. Travailler en bonne équité, c'est un peu compliqué, mais des fois, ça pourrait permettre d'avoir un autre point de vue, de mixer un petit peu les groupes de travail. Se renseigner, se questionner, ne pas rendre le sujet tabou, en parler autour de vous, à vos parents, à votre entourage, à votre équipe enseignante, enfin, voilà. Parler de cette thématique va permettre en fait à la fin peut-être d'avoir une meilleure représentativité dans le monde des sciences, mais pareil, on l'a dit, des hommes dans des carrières du soin. Vous pouvez même vous adresser à des professionnels. Vous êtes actuellement en parcours d'orientation. Il y a plein de professionnels autour de vous. Si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, qui seraient ravis
de s'adresser à vous. Vous pouvez les trouver grâce à vos profs, vous pouvez les trouver grâce à la Fondation C'est Génial. Et vous avez aussi LinkedIn, typiquement, où en fait, il y a plein de gens qui sont prêts à vous accompagner dans ce chemin. Mais d'ailleurs, du coup, je fais un petit instant promo, mais mercredi après-midi à 14h, vous pouvez vous inscrire pour une visioconférence pour découvrir 3 profils de techniciens et de techniciennes pour vous en fait parler de ce métier-là et aller découvrir un petit peu ce que c'est. Voilà. Donc là, on vous a mis quelques ressources. Vous pouvez prendre une photo rapidement si ça vous intéresse. Donc un livre, La bosse des maths n'existe pas, que vous pouvez peut-être lire, commencer à appréhender pour les terminales ou alors lire avec un enseignant. Voilà, c'est pour expliquer un petit peu ce qu'on a déroulé en fait tout au long de cette présentation. Je te laisse faire les autres. On a des BD également pour ceux qui sont plus images que mots. Des profils féminins majoritairement, justement. Même petit coucou à nos amis enseignants dans la salle. Si jamais vos élèves ont des exposés à faire, pourquoi pas investir dans un super bouquin pour leur présenter des profils féminins. Un film, Les figures de l'ombre, justement sur les femmes qui ont œuvré pendant des années à la NASA, qui ont permis des avancées scientifiques et spatiales incroyables. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez retrouver des podcasts, des épisodes sur Arte également. On peut avoir le sentiment que c'est pas facile, mais finalement, en fait, c'est hyper accessible de trouver des informations aujourd'hui. Il y a aussi la vulgarisatrice Manon Bril sur TikTok. Si ça vous intéresse, une fois par semaine, elle poste des profils comme ça. Et voilà, finalement, pour conclure, s'il y a une chose qu'on espère que vous puissiez retenir aujourd'hui et qu'on espère que vous garderez en tête en faisant vos choix d'orientation, c'est qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de femme, il y a seulement des métiers pour les gens qui aiment les sciences. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, écoutez votre passion et croyez en vous. Merci pour votre attention et merci pour aujourd'hui. Attendez 2 minutes, c'est pour la conclusion générale, ça va durer 2 secondes. C'est Renata qui voulait juste vous dire un mot de fin avant que vous puissiez partir vers le buffet. Il y en a vraiment pour 2 minutes. Merci. Bon, d'abord, je voudrais juste remercier à vous, les lycéens, les écoles qui sont venus dans ces contextes difficiles après ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière à Arras. Donc, c'est un contexte difficile et risqué. Et donc, merci d'être venus et de participer à cet événement avec nous. Je voulais remercier, bien sûr, à nos intervenantes, que j'espère vous a inspiré, surtout aux jeunes filles qui maintenant savent qu'il y a un chemin dans la recherche, dans la science, dans les métiers techniques pour vous. Vous êtes très attendus. Donc, ne perdez pas, ne ratez pas cette chance. À la Fondation C'est Génial pour organiser ces quiz. Moi, j'ai beaucoup appris, hein, merci beaucoup. Et à la Fondation Engie d'avoir organisé cet événement aussi. Et au muséum, les gens de la technique, les équipes du muséum qui ont fait que ces conditions, que tout s'est bien passé dans cet événement. Juste une chose, sachez que chez Engie, nous avons plus de 500 chercheurs en France, en Belgique et à Singapour. Si vous voulez venir chez Engie, des filles et des garçons, vous êtes très bienvenus. Nous avons des métiers, on a la recherche sur l'hydrogène, sur la mobilité verte, sur les biogaz, plein de choses intéressantes qui se passent dans la transition énergétique. C'est l'avenir, la transition énergétique. Donc vous êtes tous bienvenus aussi. Et voilà, je pense que c'est tout. Je ne vais pas vous retenir plus. Maintenant, il y a un buffet. J'espère que vous avez faim parce qu'il y a un buffet pour vous. Et à bientôt.